Jean-Sébastien Lebel. Re-bienvenue au podcast. Anthony Vézina. Je suis très content de te recevoir après notre dernier qui était au mois de juin 2025. Puis là, on est au mois de septembre 2025. On a 36 questions aujourd'hui pour toi. Puis on va voir si on a des discussions un peu dichotomiques cette fois-ci. Le mot est déjà plugué après 15 secondes. Ben écoute, il faut être efficace, on aime ça. Première question. C'est quoi ta propre définition de la dichotomie? Une dichotomie, c'est lorsque quelque chose qui pose une sorte de conflit intellectuel. Fait que, mettons, tu peux avoir... juste parce que tu me demandes un exemple, là, je le trouverai pas. Là. C'est correct. Pense-y, on va y revenir. Ben, regarde, je vais essayer de te plugger le mot dichotomie dans un bon contexte tantôt. J'aime bien quand tu regardes la caméra, dichotomie. Dichotomie. T'as pas fait un post récemment là-dessus? Je pense que c'est Caroline avait posté ça, genre, tu dis toujours dichotomie, enfin, genre. Bon, OK. Fait que première section, vision, innovation, première question. Si tu pouvais réinventer complètement l'industrie de l'entretien de condos, à quoi ça ressemblerait? De la copropriété ou de l'entretien? L'entretien en spécifique, je te dirais que ce serait, au niveau des employés, essayer d'avoir plus de respect envers eux. L'entretien de la copropriété, qu'est-ce qui est particulier? C'est qu'on est chez les gens sans être chez les gens. Je m'explique. Lorsque quelqu'un vient, mettons, chez vous faire du ménage dans ton unité, dans ton 4,5, 5,5, whatever, tu dois quand même être gentil avec cette personne-là parce qu'elle est dans tes effets personnels, elle doit revenir, et etc. On est à moitié chez eux parce qu'on est dans les aires communes. Fait que souvent, le problème qui arrive, puis c'est... La plupart du temps, c'est négatif, malheureusement. Les gens qui ont une mauvaise soirée, un mauvais matin, une mauvaise nuit, la première personne qu'ils vont voir ou croiser à l'extérieur de leur domicile, c'est souvent eux qui vont écoper. Et on est souvent aux premières loges pour de la frustration qui est absolument non justifiée. Qu'on parle, exemple, de... tout simplement que tu passes l'aspirateur à 9h puis la personne trouve que c'est trop tôt. Ou que tu gardes une porte ouverte, ben là, la personne va dire « Garde pas les portes ouvertes, les inconnus vont rentrer, la chaleur va sortir. » Puis là, si tu fermes la porte, naturellement, c'est le contraire. « Mais là, on vous a pas appris les bonnes manières. » Fait que peu importe, dépendamment honnêtement de la journée, peu importe la personne, l'opinion peut être changeante. Puis c'est la loi de Pareto en copropriété. On a un ensemble. Dans chaque copropriété, tu sais spécifiquement les chialeux sont sur quel étage. Je te dis, là, mettons, okay. Lui, c'est au 914. Lui, il est fatigant. Chaque matin, je sors, puis il chiale à propos de quoi. La température, le smog, son chien, sa belle-mère, peu importe. Okay. Fait que, puis ça, tu finis par les connaître. Il y en a tout le temps un par étage, généralement. Qu'est-ce que tu fais avec ces situations-là? Est-ce que tu acceptes ou tu essaies de trouver un lieu d'entente avec lui, genre? Souvent, ces personnes-là ne peuvent pas être nécessairement être raisonnées. Tu peux pas changer, tu peux pas apprendre à un vieux singe à faire la grimace. Tu as sûrement déjà entendu ça. Ouais. Quelqu'un que ça fait 40, 50 ans, c'est tout le temps quelqu'un qui a une mauvaise humeur, qui se lève du mauvais pied. Faut vivre avec. Faut que tu t'apprends à vivre avec et t'adapter. Jesus Christ. Nice. Ah, ça, c'est cool. OK. On parle un petit peu de AI et de robotique. Oui. Deuxième question. Quelle innovation ou technologie va, selon toi, transformer ton domaine dans les 10 prochaines années? Clairement, ça va être la robotique, l'intelligence artificielle puis la robotique. 10 prochaines années. Écoute, je vais quand même me garder une réserve là-dessus. C'est sûr qu'il y a des robots qui commencent à être très intelligents, mettons, au niveau de l'aspiration, des robots intelligents. Il y a encore, c'est sûr, certains conflits. Là, par exemple, un robot intelligent est bon sur des très grandes surfaces, disons un aéroport. Mais lorsqu'on est dans un bâtiment où est-ce que c'est en hauteur, il y a encore certaines difficultés au niveau de changer le robot d'étage. Évidemment, le robot ne se lève pas à 4 jambes. Avec 2 jambes, 4 ou à 4 jambes, peu importe quoi, puis il se déplace. Donc, je ne sais pas en termes d'années, combien de temps, mais définitivement, prochainement, il va y avoir une sorte de mutation qui va se faire au niveau des employés d'entretien ménager qui vont plus tant faire l'entretien ménager, qui vont peut-être plus superviser puis apprendre à entretenir les robots qui vont le faire. Parce que, mettons, je prends un aspirateur intelligent, si vous avez une Roomba chez vous, peu importe quoi, il faut quand même la vider, il faut la réparer de temps en temps, changer les roues, nettoyer les filtres, etc. Fait que c'est putain la personne qui va faire l'aspiration, mais la personne va devoir s'adapter puis pouvoir réparer le robot en question. Je vous donne un exemple super facile, une Roomba à domicile, mais lorsque c'est commercial ou industriel, la mécanique est beaucoup plus compliquée. Il faut regarder les fils électriques, différentes composantes et tout. Fait que je pense que c'est un métier qui va être appelé à évoluer, qui va demander plus d'études et plus de connaissances prochainement.
des formations potentielles à mettre implantées aux employés. Puis, il ne faut pas voir ça comme une coupure de poste. C'est vraiment une évolution de ton poste. Là. On n'est pas là pour voler couper des emplois, disons. Là. Parce que, tu sais, on a quand même traversé... toi, tu es un peu jeune, mais il y a quand même plusieurs ères qu'on a traversées. L'ère Internet, c'est une inquiétude que le monde avait aussi quand Internet est arrivé. Donc, on va perdre tous nos jobs, tout va se faire avec les chin-talk. Dans le temps, c'était le monde détestait... au Canada, États-Unis, c'était la Chine là, qui était vraiment le bouc émissaire. Le démon. Ça change tout le temps. Après, ça a été les Arabes. Après, il y a tout le temps une sorte de changement au niveau de cette haine-là. Dans le temps, ils mettaient ça sur le dos des Chinois qui allaient tout faire à bas prix, puis chipper ici. Puis finalement, il n'y a pas moins de métiers qu'avant 2000. C'est juste rendu plus spécialisé. Puis il y a moins de métiers manuels, je suis d'accord. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais ultimement, il y a moins de livreurs, c'est certain. Mais il faut que tu aies quand même plus de personnes en logistique pour opérer les industries, l'entreposage, etc. Fait que c'est juste après, ça l'évolue. Ça l'évolue, en fait. Exact. C'est juste de ne pas être oblivious puis de dire, si tu vois que ton domaine est plus classique, traditionnel, puis que tu vois qu'il va y avoir un gros changement bientôt, ben essaye de te tenir au courant des nouvelles technologies, de voir si tu peux valoriser davantage ton poste. Exactement. Puis en fait, ça, en tant qu'employé, il faut que vous soyez proactif aussi. Si vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements dans votre domaine, je pense notamment à la comptabilité, au droit, où est-ce que c'est relativement facile à être remplacé par un robot, parce que c'est très noir ou blanc. C'est plus noir ou blanc, mettons, que d'autres métiers. Mettons quelqu'un qui fait des murales. Tu sais, de la peinture ou des trucs comme ça. Même la construction du gyps, etc. Sure. Ouais. On dirait que c'est, selon moi, un métier qui va être... Ça va être moins... ça va prendre plus de temps avant que ça soit remplacé. Tandis que lorsque c'est, mettons, de la tenue de livre, écoute, déjà, QuickBook commence à faire des automatisations assez avec banane qui coupent déjà des postes. Fait qu'il faut apprendre à regarder, peut-être se spécialiser. Mettons que tu es en comptabilité. OK, tu sais, je vais aller, mettons, dans le crime économique. Ou est-ce que c'est plus une spécialisation qui va peut-être être moins touchée par l'automatisation et tout. Fait que c'est apprendre à être proactif puis suivre les cours en conséquence pour t'adapter. Tellement. Puis là, on parle du contexte employé, mais du contexte entrepreneur, oui. C'est tellement tu peux pas te permettre de pas être au courant de toutes ces belles technologies-là. Juste QuickBooks, comptabilité, c'est incroyable. On n'entendra pas ça dans le final. Là. OK. 4e question. Oh, c'est cool, ça. Ah, nice que tu as répondu. OK. 4e question. Si tu avais un budget illimité, quel projet de fou tu lancerais dans ton entreprise? Moi, je parle tout le temps de la prémisse que, malheureusement, il y a très peu de gens qui touchent tout le temps leur plein potentiel. C'est pas... À peu près tous ceux qui écoutent présentement la capsule ne sont pas touchés par ça, mais il y a une pauvreté dans les pays du tiers-monde, pour probablement des gens qui sont extrêmement intelligents, plus que peut-être même des scientifiques très connus qui ne peuvent pas toucher leur plein potentiel par manque de ressources. Fait que il y a peut-être bien un Africain au Sénégal à quelque part qui crève de faim qui aurait le remède contre le cancer. Sure. Mais il ne pourra jamais à l'université, il ne pourra jamais être dans un labo pour pouvoir trouver la solution. Fait que ça serait de partir à une université pour les personnes qui n'ont pas ces moyens-là. Principalement, on viserait évidemment l'entretien ménager, les proches parents, les enfants des employés, puis au début, c'est un projet en plusieurs étapes quand même. Là. Ça serait probablement plus subventionner les études, pas avoir le bâtiment physique, mais éventuellement, ça serait vraiment avoir le bâtiment physique en tant que tel. Incroyable. Pour pouvoir procurer les études. Que ça part là, puis je dis l'université, que ça part du secondaire, collégial, université, comme un walkthrough, que tu fais tout le cheminement, puis qui peut être crédité là, quand tu arrives sur le marché du travail. Ça fait-tu un lien avec l'impact que tu veux un peu laisser sur derrière dans ton parcours? Sur la prochaine génération, c'est un peu ça que tu veux laisser? Oui, je dirais. C'est qu'on est tout le temps, tu sais, le butterfly effect, on est tout le temps un battement de papillon d'un gros changement. Quand le battement est au bon endroit, ça peut provoquer des changements qui sont assez fous, là. Puis c'est un petit peu ça. Tu sais, exemple, la bombe nucléaire, OK? Je suis jamais capable de dire le nom de famille de la personne qui le fait, là, qui finit par Hour, là. Mais qui a créé la bombe nucléaire, la première bombe? Lui, ultimement, c'est le but de la bombe nucléaire, c'était l'énergie nucléaire, mais c'était pas conçu pour être une bombe nucléaire initialement. Mais je pense qu'on parle souvent d'Einstein, là, mais il y a eu un film récemment qui est sorti. Oppenheimer, exactement. Donc, Oppenheimer, bon, pour faire très simple, c'est juste tombé dans les mauvaises mains au mauvais moment, mais initialement, le nucléaire, c'était pas supposé être une bombe. Mauvais battement de papillon au mauvais moment qui a créé un cyclone. Exact. Mais ça a aussi le côté positif de la chose.
Je veux dire, le dude qui a commencé à maîtriser le feu, ou la roue à quelque part dans l'histoire. Je veux dire, le feu, ça peut être autant utile que dangereux. Là, donc, exact. Fait que il y a un facteur là. Mais puis juste pour renchérir ce que tu viens de dire, c'est cool parce que tu t'emboîtes le pas sur un impact positif sur la société. Fait que quelqu'un qui regarde ça et qui dit « Wow, OK, c'est inspirant ce qu'il fait, je veux investir peut-être ou recréer une partie de ce projet-là, pourquoi pas redonner moi aussi puis créer cet effet-là de butterfly effect. » C'est un peu ça qu'on fait aussi dans les maisons de chambre, un projet parallèle que j'ai justement avec Marie-Hélène Baptiste, qu'on avait déjà eu en entrevue ici. Ultimement, ça, c'est des gens, pour vraiment faire un recap, c'est des gens souvent qui sont à la rue, ou du moins quasiment à la rue. On est vraiment le dernier recours. Mais là-dedans, il y a des anciens policiers retraités. On a des anciennes personnes que c'était des hommes d'affaires, femmes d'affaires, qui ont vécu un divorce, mauvais moment, tombé dans l'alcool, tombé dans la rue et tout. Puis c'est de redonner un élan à ces personnes-là parce qu'il y a encore de l'espoir. Autant que ça peut être aussi, on tombe dans une autre catégorie, quelqu'un qui a le spectre d'autisme, qui est extrêmement brillant, mais qui n'est pas adapté en société, qui ne peut pas nécessairement vivre toute seule, mais qui est extrêmement brillant. Fait qu'il y a peut-être une de ces personnes-là, quelque part, qui va sauver ta mère en donné d'un cancer en phase terminale. Il y en a peut-être un qui va être chirurgien, etc. Fait que c'est d'être capable de tout comme tourner les roches pour voir toutes les possibilités possibles. Oui. Mais tu sais, on n'est pas, je pense, avec un mauvais... Tu sais, mettons, de faire une vie qui fait pas de sens. Dans le sens, la vie peut te mettre dans des bâtons dans les roues. Tu peux être confronté à des choses qui ne sont hors de ton contrôle. Fait que tu dis des gens d'affaires, des gens qui ont une carrière, par exemple, qui se retrouvent peut-être dans la rue, mais tu sais, ils ont fait des hautes études, là. Je veux dire, c'est parce qu'une chose est arrivée avec une autre, puis est-ce que c'est une moins bonne personne qu'une autre? Non. Ils ont droit à une deuxième chance, puis une troisième chance, puis de réussir encore. Fait que ça fait du bien, ça rafraîchit moi, donner un exemple super concret. Là. Si ma mémoire est bonne, c'est Benjamin Graham, son prénom, là, qui était grosso modo c'est sur lui que Warren Buffett s'est basé pour son modèle d'investissement, qui regardait les valeurs intrinsèques des entreprises et tout, puis on connaît toute la fortune de Warren Buffett. Warren Buffett, je ne sais pas si vous le savez, mais avec Bill et Melinda Gates, ils ont une foundation, puis les sommes astronomiques qu'ils ont versées et qu'ils vont verser vont faire plus de changements, ces deux individus-là, probablement que la majorité des gouvernements combinés ensemble. Ça, c'est parti d'un livre qui a été lu par Warren Buffett, puis d'un coaching qui a été fait auprès d'un vieux monsieur dans le temps. Mais ce monsieur-là, il devait juste se dire, écoute, je veux coacher un jeune pour qu'il fasse ça de sa vie. Puis finalement, ce monsieur-là en question, M. Graham, va avoir un impact mondial. Là. Clairement, Il s'en doutait pas à ce moment-là. Là. Là, on dit ça comme 70, 80, 100 ans plus tard, je sais pas combien d'années, là, mais on peut connecter de dots facilement. Yep. Fait que c'est un peu ça le butterfly effect. Oui, puis ça me fait penser aussi, avant qu'on change la question, je t'avais déjà parlé du gars fiable dans le dernier podcast. On pourrait peut-être faire un petit rappel là-dessus. Il en faut plus de gens comme ça, tu sais, de l'aide honnête. Pietro Mancini qui offre de l'aide manuelle gratuitement à des gens qui en ont de besoin. Donc, il faut juste faire une demande sur leur site web. Puis, tu as un calendrier, puis dans le fond, ça marche avec ses disponibilités, c'est complètement gratuit. Puis lui, il fonctionne en base de dons, donc il n'y a pas d'entreprise derrière ça, c'est vraiment 100% de travailleur autonome, là, parce qu'il faut qu'il y ait une forme. Mais, fait que oui, il vit que de dons, là, tu sais. Fait que moi, j'ai décidé de m'impliquer personnellement en l'aidant dans son marketing, puis aussi en lui donnant un don mensuel, tu sais, mais... c'est tellement impressionnant, puis c'est un modèle unique aussi de dire, moi, c'est ça ma vie, tu sais, d'aider les gens parce que j'ai besoin de ça pour faire raviver, tu sais, pour moi, ça me fait du bien, mais je veux redonner puis faire du bien aux autres aussi. Ah, c'est vraiment intéressant. Honnêtement, c'est que ça ne met pas de pression sur personne. C'est une donation qui est volontaire, là, ce que je comprends. Oui. En même temps, lui, il joint l'utile à l'agréable. Il lui a du plaisir. Aucune pression pour la personne qui se fait aider. C'est bien. Ça fait que, je donne un exemple. Il y a une tablette, une madame qui a des problèmes de dos, qui n'a plus de force. Elle peut s'installer une tablette chez elle. Fait que lui, il va aller acheter les matériaux, il va aller l'installer, puis c'est fait. T'sais. Fait que c'est vraiment une belle idée, du moins. Absolument. OK. 5e question. On tombe un petit peu dans l'immobilier. Quelle tendance en immobilier a le plus d'impact sur tes services aujourd'hui? Donc, je te dirais depuis une vingtaine d'années, l'immobilier étant beaucoup plus cher, la conjoncture économique étant ce qu'elle est, les contracteurs, ceux qui font des promoteurs immobiliers doivent construire à faible coût, doivent rentabiliser le pied carré le plus possible. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les anciennes copropriétés versus les nouvelles, le nombre de pieds carrés dans les aires communes. Les aires communes, maintenant, la plupart des bâtiments qui sont construits
Un petit peu moins dans le gros luxe. Les gros bâtiments de luxe vont quand même garder du pied carré de plus là, pour ne pas se sentir pogné. Mais t'entres là-dedans puis tu te sens squeezé. Ça, ce que ça fait, bon, il y a deux choses que ça fait. Premièrement, c'est que les tours ont beaucoup plus de personnes parce que, mettons, une tour qui a 100 mètres de frontage, ben s'il y a beaucoup moins de pieds carrés dans tes aires communes, tu as plus d'unités avec ça. Fait que tu as plus de personnes, tu as plus de déchets, tu as plus de tout. Et plus une population est dense, plus ça va occasionner du travail, ça va de soi. Il y a aussi une sorte d'effet. Généralement, mettons, tu prends 100 micro-condos versus 100. Mettons qu'on prend 2 tours, là, 100 micro-condos, puis 100, 5,5. Ouais. Les micro-condos vont être beaucoup plus chialeux parce que tu es tout le temps, tu es plus pogné dans tes choses. C'est plus, t'es moins libre. C'est plus restreint. Fait que c'est plus difficile à entretenir. Intéressant. Quand tu dis micro-condo, c'est un studio, c'est un... Exact. Micro-condo, exemple, c'est typiquement là, des 2,5 de 300-350 pieds carrés. Okay. Écoute, c'est super stéréotypé, qu'est-ce que je te dis, là, c'est une tendance qui est générale, mais c'est beaucoup plus, tu sais, quand tu as 5,5 et tu peux respirer, ben mettons que tu te pognes avec ta femme, tu t'en vas dans l'autre pièce. Dans un micro-condo, tu te pognes avec ta femme. Tu vas dans le corridor. Oui, c'est ça. Comme pas le choix. C'est un 3,5. Un 2,5 des fois. T'as raison, non, t'as raison. Je pense qu'on a besoin de notre espace. Puis j'avais cette discussion-là avec ma blonde récemment. C'est comme les deux, on est dans un 3,5 chacun. Puis c'est comme au minimum, il faut avoir une autre pièce. Là. Oui. Au minimum. Là. Mais c'est une question de culture aussi, par exemple, parce que ça, c'est très canado-américain. Mais mettons, on va en Asie, au Japon, là. Malgré le fait qu'ils sont ultra condensés, ils ont tellement une éthique et sont tellement polis, ont des bonnes manières, des valeurs. Ouais. Tu regarderas, là, il y a plusieurs vidéos qui circulent, les Japonais, lorsque le métro, à l'heure de pointe le métro. OK? Ils vont tous se tasser poliment pour laisser sortir. On dirait des robots tellement qu'ils sont bien ordonnés, pas d'émotion, très rationnels. Pas de bruit. Va dans le STM à Berry-UQAM à l'heure de pointe, mon gars. Là. Hop là, ça pousse, ça fait tout le temps. Il y en a qui rentrent pendant que les autres n'ont pas encore sorti. Non. Fait que, tu sais, c'est très culturel aussi. C'est culturel, puis moi, ça me surprend tellement que quand tu vois cette culture-là japonaise, puis que tu regardes leur économie qui est en dégradation, tu sais, par manque justement de population, puis d'innovation, les entreprises, fait que je trouve ça triste parce que tu regardes ça, puis c'est tellement inspirant comme méthode de vivre ou façon de vivre, mais il n'y a plus d'enfants, tu sais, ça se fait... C'est curieux comme réalité. Je vais t'avouer que je sais pas. J'ai aucune idée de comment va l'économie japonaise. C'est pas. Je sais que l'économie chinoise va très bien. Là, il y a un essor. Japonaise, littéralement, le Japon, c'est ça, la population n'augmente pas. Fait que ça, c'est risqué. Il n'y a pas assez d'immigration peut-être aussi. Par contre, on connaît un gros boom, le Japon, là, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Quel mauvais jeu de mots! Ils ont connu un gros boom depuis la... Deux gros booms. Hiroshima, pour ceux qui sont pas trop... un peu moins... Quel beau lapsus! Mais honnêtement, ça l'a tellement bien été depuis la Deuxième Guerre mondiale. À un moment donné, je veux dire, il faut il y a une certaine stagnation qui peut se faire. Là. Mais c'est ça, je disais là-dessus, mais c'est dans le sens que, je pense, à partir des années 90, il y a eu beaucoup d'investissements, puis à partir justement de ce point-là, ça commence à diminuer et à descendre. Fait que ça se posait des questions, tu sais, par rapport à ça, c'est très cool. 6e question pour la dernière partie de la première portion. As-tu déjà pensé à exporter ton modèle d'affaires ailleurs dans le monde? J'avais écrit non dans les notes. Je vais dire oui, qui est un mélange du non et du oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne fait pas juste d'entretien ménager. Puis je pense que ce qui nous distingue beaucoup de nos concurrents, c'est qu'il y a vraiment un fit qu'on fait entre l'employé et la copropriété. Ouais. Le problème, c'est que... en fait, oui, c'est un problème. Au Québec, la copropriété, le monde pense que c'est des hôtels 5 étoiles. Tu t'en vas en Europe, où est-ce que c'est un marché qui est beaucoup plus... vieux en termes de copro. Oui. C'est beaucoup plus impersonnel, c'est beaucoup plus... c'est pas la même chose. C'est vraiment business. En Europe, ici, le monde sont tellement chialeux, ils payent 300$ par mois de frais de condo, puis ils pensent que c'est... Ils comprennent pas qu'ils n'ont pas du caviar livré à leur porte. Ouais. Fait que c'est très, très, très chialeux ici. Généralement, c'est très exigeant. Je lève mon chapeau au gestionnaire immobilier dans le domaine de la copropriété. Métier extrêmement ingrat. Parce que vous dites, bon, je fais une petite plainte sur le pipi de chien. Ben, ce gestionnaire-là, il y en a peut-être eu 25 autres dans la journée. Okay? Puis souvent, c'est des niaiseries qui s'auto-régularisent. Donc, tout ça pour dire, notre marché est adapté. Présentement, notre service à la clientèle est adapté comme si on travaillait un petit peu en hôtellerie. Probablement que si on était en Europe, on se ferait dire
probablement dire par les gestionnaires, ton employé parle trop aux Ouais. résidents, il faudrait qu'il travaille plus. Tandis qu'ici, c'est quasiment du l'essentiel. La personne qui vient de parler dans les corridors, il faut au moins que tu lui demandes comment elle va, tu lui parles et tout. Fait que ça serait des cultures différentes. Il faudrait s'adapter. Ceci étant dit, je ne dis pas que le marché canadien est moins bon ou meilleur que celui de l'Europe. Il est différent. Mais c'est des systèmes qu'on regarde aux États-Unis ou en Europe, c'est des modèles complètement différents en termes de copropriété, en termes de service à la clientèle. Ici, le Québec étant ce qu'il est, là, on a l'impression que tout nous est dû. Là. Ben, je dirais que c'est peut-être une mentalité aussi que les Français ont, là. On regarde la France, mais ouais, c'est peut-être plus... même en Québec France, aussi, on a là. beaucoup de gestionnaires qui émigrent au Canada. Puis on est capable de le voir. Avant même, là, tu me mettrais 10 questionnaires avec une réponse par client qui donne. Ouais. Je pourrais dire ceux qui viennent d'Europe, ceux qui viennent du Québec. La façon qu'ils répondent va être beaucoup plus... Tu veux dire 10 gestionnaires? Ouais, mettons que 10 gestionnaires. Je vais être capable, avec la réponse du client, la réponse, pardon, du gestionnaire au client, je vais être capable de dire qui vient d'Europe, qui vient du Québec ou du Canada. Parce qu'en Europe, ils sont beaucoup plus directs. En gestion de copropriété, ils sont beaucoup plus directs, moins de turnaround, moins de on tourne autour du pot, etc. Tandis qu'au Québec, il faut tout le temps mettre des gants blancs sur tout. Fait que, tu vois, c'est curieux parce que j'ai interviewé justement une coach, Magali Mention, puis à un moment donné, elle voulait exporter ses services en France, puis elle est allée en France, elle a comme une double citoyenneté. Fait que, elle s'est dit, je vais me partir en affaires là-bas aussi. Puis elle faisait comme la consultation pour une entreprise française. Puis là, elle faisait son rapport, puis ses critiques, si tu veux, au propriétaire, tu sais. Puis elle était plus en mode mentalité américaine, d'aller straight to the point, de dire voici ce qui ne va pas, tac, 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 tac. Et puis le français, le propriétaire, n'a vraiment pas aimé ça, dans le sens de me faire dire que ce que vous dépensez ou vos revenus ne représentent pas votre vision, ça ne fonctionne pas. Il s'est vraiment senti attaqué personnellement, tu sais, puis elle n'était pas prête à ça, là, mais tu vois, c'est curieux, tu sais, de prendre mal cette critique-là qui est constructive, puis de le prendre au personnel, de dire, t'es qui, toi, pour me dire ça, genre? Ça doit dépendre des domaines aussi, ça doit dépendre de la personne en tant que telle. Peut-être aussi. C'est peut-être un cas unique. Aussi, peut-être. Mais généralement, j'aurais tendance à dire que les Européens sont plus straight to the point que dans le domaine à copro. Oui, c'est parfait. Puis on n'a pas le choix, en fait, parce que le domaine à copro, comme je t'expliquais tantôt, les résidents pensent qu'ils sont dans un hôtel 5 étoiles, fait que c'est ceux qui s'attendent aux services qui viennent avec. Là. Ça, c'est... Et puis, mais on peut rester un petit peu dans l'immobilier. J'ai une question par rapport à ça, parce que j'entends souvent des gens dire que comme le pire investissement que tu peux faire en immobilier, c'est d'acheter un condo. Fait que je me demande un peu, c'est quoi ta vision par rapport à ça, là? Ton opinion, peut-être, écoute, sur cette phase-là. Ça reste que moi, personnellement, je ne suis pas un pro acheter l'immobilier pour y habiter personnellement. On en a discuté nombre de fois. C'est vrai. Par contre, pour ceux qui veulent, c'est sûr que la copropriété, c'est pas mal rendu le seul moyen si tu restes dans la mer de Montréal, là, dans la région métropolitaine. Si tu veux habiter chez vous, puis tu es en bas de 40 ans, il faut que tu t'achètes un condo. Exact. Mais tu sais, même tout seul ou en couple, ça peut être difficile d'aller plus loin qu'un condo. Off. Même en couple, avec 2 gros revenus, tu peux pas t'acheter n'importe quel condo. Exact. Fait que, c'est ça. Et puis, sinon, tu t'en vas à Saint-Lin-Lin-des-Meumeux. Mais est-ce que tu veux aller à Saint-Lin-Lin? Exact. Fait pour acheter pour louer, c'est pas le temps, définitivement. C'est ça, mordicus. Ça, tu l'as dit, on l'a passé dans un podcast parce qu'il y en a qui c'est une stratégie justement d'acheter ben là, louer complètement. Ce qui est arrivé, c'est que la conjoncture est rendue vraiment difficile pour les promoteurs. Fait qu'ils ont converti leur vente de copropriété en location. Là, le marché, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes, présentement, surtout dans le luxe. Fait que même moi, personnellement, le dernier condo qui me reste à Montréal, je suis en train de le vendre. Il a été vendu. Donc, on est en processus de vente. Je ne crois plus au marché. Montréalais, il y a aussi Valérie Plante qui a tout démoli, honnêtement. Interesting. C'est une autre histoire. Là. OK, ouais. Ça a complètement changé là, depuis que tu l'as acheté. Puis, Écoute, on n'est plus, malheureusement, selon moi, considéré parmi les villes où est-ce qu'on est intéressant. Soit pour les grosses startups ou pour les grosses compagnies de venir s'installer. Montréal a perdu... il a perdu sa position. C'est triste de voir ça. En même temps, ça donne des opportunités pour les villes plus en banlieue. On regarde juste Laval. Laval, cool. Moi, c'est mon bébé. Là. J'ai vraiment le feeling que tout va se faire à Laval 100%. Et à Brossard. On dirait que toutes les opportunités ont migré vers le nord et vers le sud. Très cool. On va pouvoir en parler dans les prochains mois. OK, deuxième partie. Relations humaines et leadership. On est rendu à la 7e question. OK. Qu'est-ce que tes employés t'apprennent au quotidien? Jesus.
la plupart de mes employés m'apprennent l'humilité. J'ai beaucoup d'employés qui travaillent, qui sont jamais absents. Écoute, c'est ceux qui sont malades, on s'entend. Quelqu'un est tout le temps malade quelques fois par année, mais ils ne sont jamais absents. Moi, si je suis malade, je peux rester en arrière de mon écran, c'est quand même pas si pire. Ma journée est moins productive, mais si un employé est malade, il doit redoubler d'efforts puis consacrer encore plus d'énergie pour pouvoir délivrer la job. Puis je te dirais que la majorité de nos employés, là, en fait, on est très... on pasteurise énormément nos employés. Dès qu'il y en a un de pas bon, on le met dehors. Fait que... On a pas mal toutes les top guns. Il y a un filtre là, qui se fait là. Ah oui, c'est incroyable. On est réputé sur le marché pour être très strict. Ouais. On appelle ça du bois mort. Dans notre, à l'interne, on a inventé ces termes-là, du bois mort. T'sais. C'est plus utile, ça sert à rien. Ton arbre, il y a une branche morte, tombe par terre, tu le laisses pas là, tu le prends, tu t'en disposes. Ouais. Puis naturellement, on fait pas ça sans avertissement ou sans avoir consulté l'employé. On fait 3-4 consultations. On essaie de redresser la situation, mais il y a des employés qui ont juste aucun gros bon sens, aucune initiative. Il n'y a rien à faire. Ça arrive, oui. Donc, on essaie de les repositionner tout le temps de fois si ça ne fonctionne pas. Ça, c'est difficile à identifier dans les 3 mois de probation ou genre au début dans les entretiens d'embauche? Pas toujours. Je te le dis, les 3 semaines, des fois, on a du monde qu'on a l'impression que ça va être nos meilleurs employés. À partir de 3 semaines, ça commence à devenir un petit peu moins bon. Ah ouais, ça change. Souvent, ils veulent donner un coup au début. Puis on a l'autre situation du monde qui connaissent très bien 3 mois de probation, puis ils se donnent à fond à 3 mois, puis 3 mois et 1 jour commencent à s'absenter régulièrement. Oh. Ça, c'est une tangente. Là, avec nos chiffres, on peut te le dire qu'il y a beaucoup d'absences entre le 3 et le 4e mois, quand le monde décide de relâcher un petit peu que la probation est passée. Curieux. Ouais. Un peu plate. Fait que, mais niveau humilité, honnêtement, là, puis beaucoup d'ego check, parce que on a quand même beaucoup d'immigrants, là, on se le cachera pas. On est à tout le moins 60% non-canadiens chez nous, là, notre main-d'œuvre. C'est du monde qui ont des gros diplômes dans leur pays, là. Imagine, Anto, hypothétiquement, tu t'en vas à l'UDM ou peu importe où. Tu fais ton barreau en droit. Puis, tu passes 25-30 ans de ta vie. En fait, 25-30 ans. Tu as 25-30 ans quand tu émigres. Puis, finalement, tu émigres à quelque part d'autre, puis tu peux pas utiliser ton barreau. Tu te ramasses à faire l'entretien ménager. Le sacrifice que ça demande au niveau personnel de devoir, premièrement, recommencer sa carrière. Souvent dans quelque chose qui aime... Il n'a pas utilisé pour ça. C'était pas sa mission. Exactement. Puis, tu sais, côté perception de la société, c'est très familial différent. Aussi, quand on regarde niveau immigration, de la notoriété d'un titre, peut-être. Là. C'était très important. Là. Mais ces personnes-là font ça pour leurs enfants, pour leurs proches, pour qu'il y ait un avenir meilleur et tout. C'est une chance qu'on a ici. Si on veut faire un avenir meilleur pour nos enfants, on peut rester dans notre propre pays, mais il y a gros des pays qui sont en conflit ou peu importe. Écoute, il y a à peu près la moitié des pays présentement là, sur la Terre. Il y a un conflit où c'est pas un bon contexte géopolitique. Mais le ego check qu'il faut que tu fasses, tu te prends littéralement de côté, tu te garoches à la poubelle pour le bien-être et le futur de ta femme et tes enfants. Ça fesse des fois. Puis on a des maîtrises en biochimie, j'ai des doctorats, j'ai vraiment tout. Là. Il y en a hyper intelligents. Là. Oui, puis ça, c'est le classique du chauffeur de taxi qui arrive ici et qui était médecin. Là. Écoute, c'est pas juste des niaiseries, ça. Là. Il y a vraiment beaucoup de chauffeurs de taxi, c'est des gros ingénieurs, des architectes, des médecins qui reviennent ici chauffer un taxi. Ben c'est ça, puis je pense que dans ces pays-là, t'as pas le choix pour avoir peut-être une chance de faire un revenu qui est même pas acceptable. Là. Mettons là-bas, si tu veux habiter là-bas. Plutôt qu'ici, tu peux réussir sans diplôme, tu as plus de possibilités. C'est sûr que c'est un gros ego check, comme tu dis. Là, c'est vraiment difficile. Puis souvent, ce qui est un peu ironique, c'est qu'ici, en entretien ménager, ils font quasiment le même salaire que dans leur pays en étant médecin. Fait que quand tu vas aider ta famille, tu viens ici avec le taux de change et tout, tu travailles des heures de fou, puis tu sors plus la famille de la misère ici en entretien ménager que dans ton pays en étant quelqu'un qui est haut diplômé. Donc. Ben oui, mais c'est pour ça que il y a un membre de la famille qui arrive ici qui envoie de l'argent aussi à leur famille. Souvent, il y en a d'autres qui suivent, puis les communautés finissent par grossir comme ça. Puis autant que le monde critique des fois la communauté, les communautés, peu importe, juives, latinos, là, on entend souvent malheureusement pour la communauté indienne là, qui arrive beaucoup. Mais c'est un peu ça. Malheureusement, ça va viser pas mal tous les types de communautés, mais... Il faut comprendre que ces personnes-là, ils arrivent ici, ils volent rien à personne, ils prennent littéralement les métiers qui sont disponibles. C'est les seuls qu'ils peuvent prendre. Fait qu'ils volent rien, c'est les métiers qui sont délaissés. Puis ils bâtissent une petite fortune, une petite communauté, ils arrivent en gang, des quartiers secrets. Je trouve ça merveilleux en soi, moi.
Ben, tu sais, quand tu regardes ça d'un point de vue logique, puis c'est comme, crème, let's go. Tu sais, c'est vraiment un mindset de résilience, puis d'entrepreneur. Puis surtout, ces gens-là ont plus tendance à se lancer en affaires aussi, puis d'avoir des business qui sont rentables. Absolument. C'est incroyable. Moi, je respecte à 100% ces gens-là qui changent de pays, puis rebâtissent de zéro, en tout cas. 8e question. Comment tu motives ton équipe lors de périodes plus difficiles? On a remarqué que souvent, les changements de saison sont très, très, très difficiles. Les changements de saison, c'est lorsqu'on change l'heure, notamment. Là, ça fuck les gens bien raides, sérieusement. Le changement d'heure, là. Souvent, les gens, ça prend une semaine ou deux, surtout quand tu as des enfants. Le beat change complètement. Ça prend une semaine ou deux avant de récupérer. Puis une semaine ou deux que tu dors moins bien, mais tu fais plus de gaffes, c'est plus dur sur le moral, tu as moins de soleil. Parce que quand tu changes les heures, tu as moins de UVA, UVB, peu importe les UV. Là. Fait que c'est très difficile. Fait que souvent, à ce niveau-là, on fait vraiment des suivis personnalisés auprès des employés. Comme, hey, Anto, comment ça va cette semaine? Gros changement de saison et tout. Aussi banal que ça puisse paraître, il y a des boss, des employeurs qui font pas ce suivi-là. Puis l'employé, souvent, il y en a beaucoup qui gardent en dedans. Qui, s'ils se le feraient demander, ils diraient c'est quoi le problème, mais qui n'osent pas nécessairement externaliser par eux-mêmes. Donc, évidemment, il y a ça. On essaie d'offrir aussi les outils les plus convenables. Des fois, ça peut être aussi banal qu'un employé commence à avoir mal dans le bas du dos parce que notre mop standard n'est pas adapté, exemple, à notre petite madame de 4 pieds 8. Ben, tu sais, on essaye le plus possible d'être proactif à ce niveau-là, mais évidemment, on ne peut pas être complètement proactif. Fait qu'on suggère des nouveaux outils qui sont plus adaptés aussi pour les employés. Parce que, je te le dis, là, tu pognes le grand gaillard de 6 pieds 4 qui pèse 340 livres, puis la petite latina de 4 pieds 11, il ne travaille pas avec les mêmes outils au même moment. Okay? La latina, si elle veut faire ses cartes de porte en haut, il faut qu'elle prenne un 3-step, puis l'autre, il faut juste qu'il regarde, qu'il passe son doigt de même. Fait que les outils de travail, et on essaye le plus possible la redistribution des profits. La redistribution des profits, je ne la fais pas dans des bonis, je la fais dans des augmentations de salaire. Pourquoi? Parce qu'un boni, c'est éphémère. Mais des augmentations de salaire, c'est permanent. Donc, ça me force aussi un peu, moi, de mon côté, si j'augmente un salaire pour garder le train de vie des employés, je dois garder mon profit, je dois comme continuer à hard work de mon côté. Fait que on fait aussi, puis ça aussi, je l'ai souvent mentionné, très méritocratique chez nous. Il y a des employés qui vont se faire augmenter 25 cents par année. Ça veut dire concrètement, tu n'as apporté aucune plus-value ou ton rendement a dégraissé. On en a quelques-uns que le rendement dégraisse d'année en année. Sont devenus trop confortables, n'écoutent plus les directives, etc. Puis il y en a d'autres qui sont augmentés d'1,52$ par année. Donc, ça dépend vraiment du contexte où est-ce que tu te situes. Puis les employés, ils le savent. Si tu reçois 25 cents d'augmentation, honnêtement, c'est que tu es du bois mort. Qu'est-ce que je disais tantôt? On le garde dans la position que tu as. Il n'y a aucune expectative de potentiel ou de croissance. On t'en a parlé. On t'a offert des solutions alternatives. On t'a changé de contrat pour voir si c'était le contrat pour que ça convienne mieux. Puis tu ne veux pas en faire plus. Il y en a qui nous disent littéralement, moi, je ne veux pas en faire plus. J'en donne pas plus que ça. Je veux pas trop suer, je veux pas trop avoir mal. Fait que, je fais vraiment le strict minimum. Puis ils te le disent upfront, puis c'est bien correct. Mais, méritocratie. Puis c'est pas mal ça. C'est pensant en général, ça reste que le salaire étant ce qu'il est, c'est le principal incitatif là, quand tu travailles. Oui. C'est clair. Puis justement, on parlait avant notre podcast d'une des capsules qu'on avait publiées justement d'un employé qui fait un excellent salaire parce qu'il travaille beaucoup, puis qu'il est toujours présent, initiative. Puis évidemment, je pense que tu m'avais dit qu'il a atteint le plafond salarial, je pense. Right? Fait que ça, c'est motivant aussi d'écouter cette possibilité-là d'atteindre. Là, si tu veux mettre l'énergie puis l'effort nécessaire pour grandir, tu peux. Là. Tu peux 100%. Hein. Je pense, je dirais peut-être pas toutes les entreprises, mais un employeur va valoriser un employé qui s'implique. Dans le sens qui est plaisant, qui est motivant, qui est entraînant. En fait, ce qu'il faut comprendre d'un employé, c'est que peu importe la position de l'employeur, un employé, c'est un actif. Okay? On est en 2025, c'est un actif, c'est une part entière de ton entreprise. Quand tu veux valoriser une entreprise, il faut que tu aies le meilleur, les actifs les plus efficients possibles. Fait que quand tu as un bon employé, que tu sois un mauvais ou un bon employeur, tu vas vouloir absolument garder l'employé. Ça, c'est une chose qui est sûre. Puis, tu vas débourser en conséquence. C'est le principe des employés ABC que je te mentionnais. J'ai un employé A qui fournit littéralement plus que 3 employés C au sens propre du terme.
Puis évidemment, mon employé A, mettons que le salaire des employés C, c'est 21 de l'heure. L'employé A ne coûte pas 63 piastres de l'heure, tu comprends? Fait que proportionnellement parlant, il coûte peut-être, je sais pas, 30-40% de plus que l'autre employé, pas le triple. Là. Fait que, gardons le A en conséquence. Puis ça, c'est purement mathématique comme raisonnement. Tu n'as même pas besoin de le calculer. Ça se voit, ça se file. Ben oui. J'adore ça. OK. 9e question. Quelle est la qualité humaine qui serait essentielle dans ton métier? En tant qu'entrepreneur, allons-y en tant qu'entrepreneur. C'est une bonne question, je pense. On va y aller en tant qu'entrepreneur, ça serait plus cool. Ouais. On fait beaucoup d'entretiens ménagers spécifiques. On va aller un peu plus volet entrepreneur. La persévérance. Je sais que c'est tellement cheesy, puis le monde dit tout le temps c'est la persévérance, hard work, fais ton lit. C'est important de faire son lit. C'est la première fois que j'entends ça. Tu fais ton lit le matin? Oui, c'est impossible. C'est important pour la discipline et tout. Mais la persévérance, parce que des fois, tu peux adopter un comportement pendant 1 an, ça donne absolument aucun résultat. C'est la bonne formule que tu as, mais c'est juste pas encore le bon momentum. Puis 13e mois, tu signes ton plus gros client, ton profit commence. Ouais. D'un autre côté, faut pas que tu prennes une formule d'imbécile puis tu l'appliques éternellement non plus. Et on comprend, là. Si tu fais de la prospection puis tu envoies des pamphlets dans une boîte à mal vide, t'as bien beau faire ça 24 mois, ça va rien changer entre ton 12 et ton 24e mois. Mais si tu prends, mettons, des pamphlets, puis c'est un exemple super banal, on ne distribue pas de pamphlets de notre côté, là. Mais si tu distribues des pamphlets pendant 12 mois puis ça donne rien, mais tu sais que le monde le regarde, tu sais que des fois que tu as du retour, continue. Je veux dire, à un moment donné, c'est une question mathématique, c'est très logique. Il y a bien quelqu'un qui va finir par faire un retour. Yep. Fait que c'est juste tout le temps continuer, persévérer. C'est juste des petites innovations. Puis ça me fait penser, j'ai fait un podcast hier, cette semaine, excuse-moi, avec Antoine, puis c'était, son nom c'est Mélanie Gauthier, puis elle nous a donné sa carte d'affaires, c'est un genre de fidget. Pas un spinner, mais tu sais, un truc que tu joues pour te distraire, si tu veux. Mélanie, ça, c'est la belle madame avec un diamant sur la dent. Hein? Non. Non, okay. C'est peut-être une autre Mélanie. Sans face, OK. Ouais. C'est une autre Mélanie qui a une dent en diamant? Non, pas une dent, là, mais elle fait elle se spécialise dans des développements pour les femmes d'affaires, là. Mais c'est quoi son nom de famille? Tu vois? Il me semble que c'est Gauthier, là. Ouais, peut-être. Elle n'a pas de... En tout cas, c'est peut-être une autre Mélanie. Mais ouais, puis c'est ça. Puis c'est écrit, c'est un 3D print, là. Puis elle a son site web dessus. Puis c'est vraiment pas de donner une petite carte d'affaires plastique, papier. Maudite bonne idée. C'est cool. Puis moi aussi, j'ai juste tendance, je mets ça sur mon bureau, puis je le vois tout le temps, continuellement. C'est cool, tu sais. Puis il y a ça. Puis tu sais, personnellement, ce que j'avais fait récemment, j'étais allé dans une activité de réseautage, le 5-14 avec Eventy. Puis j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour être efficace? Puis mettons, je t'approche, je dis, hey, ça serait cool qu'on fasse un épisode ensemble. C'est quoi tes dispo? À la place, je vais t'envoyer un courriel, whatever. Ben, j'ai mon QR code, puis je te montre mon cellulaire, scanne ça, puis on fait ça live. Beaucoup dans ton calendrier, puis j'en ai fait 4 là, cette fois-ci. Directement. Fait qu'on se rencontre lundi prochain. Hyper efficace. Oui, absolument. Plutôt que de dire, ben, on va se relancer sur LinkedIn. Think outside the box, c'est ça. Exact. On essaie juste d'être intelligent par rapport à ça. OK. 10e question. Oh, c'est nice, ça. OK. Si tu pouvais cloner un seul type de personne pour bâtir ton équipe de rêve, ce serait qui et pourquoi? Ce ne serait pas un seul type ou une seule personne, parce qu'une équipe doit être quand même multidisciplinaire. Mettons que je parle strictement opérationnel. Je vais utiliser 3 noms fictifs. J'ai les 3 vrais noms devant moi. Ouais. Ça serait Christophe, Sylvain et Rémi. OK. Bon. Donc, 2 de ces 3 personnes-là, fait intéressant, ont un background militaire. Mm-hmm. Et l'autre personne, en fait, c'est la personne que je te parlais, que c'était l'employé qui avait atteint le top salarial, qui n'était jamais malade et tout. Ces personnes-là, ils n'ont rien d'exceptionnel. Sont pas particulièrement grands, c'est pas des athlètes, ils n'ont pas une beauté légendaire, mais sont extrêmement travaillants et fiables. Ouais. Ils ont jamais été... ils ont moins d'une absence par 2 ou 3 ans. C'est-à-dire que ça fait à peu près tout. On a notre taux de roulement est très bas chez nous. On a une très bonne rétention. Fait que, mais je regarde ces personnes-là, ça fait à peu près 4-5 ans qu'ils sont chez nous. Dans les 3 noms, là, juste pour savoir personnellement, c'est lequel qui fait un bon salaire, là, qui travaille fort? C'est le 2e. Ah, OK, nice. Okay, donc, good. Ces personnes... Puis, autre fait quand même intéressant, c'est tous des baby boomers. Hey! Fait qu'on voit qu'il y a quand même un côté culturel à la chose, dans le sens que... Je te dis, il y en a 2 que c'est 3 baby boomers, 2 anciens militaires.
ça vient vraiment, moi, les valeurs d'entreprise, c'est de la fiabilité. Exact. Si tu viens chercher ça chez Exact. Puis c'est du monde qui vont rentrer malades. Des fois, ils rentrent, puis ils savent qu'ils peuvent prendre leurs vacances payées, mais c'est contre leurs principes. Ils disent, je suis encore capable de marcher, ça va juste être une journée un peu moins agréable, je vais rentrer travailler. C'est hot, ça. Fait que, mais ils ont tout un certain âge. Là. Tu vois, ça part de... Écoute, c'est du 50 et plus. Là. C'est du 50 à à 75. J'en ai un là-dedans qui a 75 ans. Crazy, ça. Fait que, c'est un travail aussi qui est très demandant en physique. Là. Fait qu'en 75, hein, ouais. faut être une forme physique. Il est en shape, le monsieur. Là. There you go. Celui du 75, il pousse des conteneurs, puis il est plus en forme que la majorité des jeunes de notre âge. Là. J'adore ça. C'est très cool. L'âge n'est pas une raison pour ne pas arrêter de bouger. Là. Mais absolument pas, exact. C'est hot, ça. 11e question. Ça a été quoi la meilleure leçon que tu as apprise en dirigeant ton équipe? Ne jamais rien prendre pour acquis. Bon, je vais vous donner un exemple qui est arrivé super récemment. C'est un peu gênant, OK? OK. Je vais te donner 2 exemples. Non, je vais t'en donner un. L'autre, on va le garder pour tantôt. Donc, il y a un client, on écrit à un client, puis Cédric qui écrit à un client quand même tard le vendredi. Il dit, écoute, ton tracteur ne fonctionne plus, tu sais, ton tracteur pour entrer des conteneurs. On ne sait pas trop c'est quoi le trouble, c'est niveau électrique ou quoi que ce soit. On essaie de tourner la clé, puis il ne part pas. On pense qu'il y a peut-être un problème au niveau de l'alternateur ou la batterie. Fait que là, écoute, le client commence à faire un call auprès du mécanicien pour venir réparer le tracteur et tout. Puis, on a un autre employé qui arrive là. L'administrateur croise l'employé. On va aller checker le tracteur. Finalement, il n'y avait pas de gaz dans le tracteur. OK. Aussi simple que ça. Pas de gaz dans le tracteur. Écoute, j'aimerais ça te dire que c'est plus compliqué. Incroyable. Il n'y avait pas de gaz dans le tracteur. Fait que là, bon, on écrit au client, on est un petit peu gêné, tu sais. Ouais. Puis, tu veux dire quoi? Tu peux... J'ai pris le cadre tellement que c'était gênant. Cédric, il est comme... Ouais. Fait que j'ai pris le cadre. J'ai dit, écoute, mes plus plates excuses, il n'y avait pas d'essence dans le tracteur. C'est la seule question que c'est de ne pas poser parce que c'est tellement une évidence pour nous de regarder ça. Tu sais, on y passe plus. Mais jamais rien prendre pour acquis. Fait que là, à chaque fois qu'un véhicule ne va pas faire fonctionner, il va falloir qu'on dise, est-ce que tu as mis la clé dans l'alternateur? T'as-tu la clé? Est-ce que tu as regardé qu'il y avait du gaz? Puis est-ce que la batterie est là? Il va falloir qu'on pose ces questions-là. Quand même. Puis, je te dis, la personne qui travaillait là, normalement, c'est pas le genre d'erreur qu'elle fait, c'est quelqu'un qui est assez allumé. Mais ça a donné que cette journée-là, où en fait, c'est pendant 2-3 jours qu'il y a eu le problème, elle n'a pas pensé à ça. Fait qu'il ne jamais rien prendre pour acquis. Puis oui, des fois, malheureusement, il faut poser des questions, puis le monde se sent un peu imbécile. Mais si on le fait, c'est parce que dans le passé, on a eu d'autres événements qui le justifient. Ego check. Oui, vraiment. Dernière et 12e question pour la deuxième section. Comment est-ce que tu gères les conflits entre clients, employés ou partenaires? Ça, il y en a toujours, soit dit en passant. On a beau avoir des valeurs, une mission commune, c'est sûr que les personnes proviennent d'environnements différents, des âges différents, des valeurs différentes. Donc, il y en a toujours. Souvent, c'est une question de la communication, tout simplement. Prendre des versions des faits de tout le monde. Puis, des fois, c'est vraiment linguistique. Je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais quelqu'un peut utiliser un mot, exemple, en Afrique qui est correct, puis peut être perçu comme étant raide ici. Comme exemple, tu écouteras, mettons, j'adore la culture sénégalaise parce qu'elle est extrêmement franche et directe. Okay. Mettons que 2 Sénégalais parlent ensemble, vraiment une job de merde, pas bien fait, refait. OK, tout le monde est... Puis les gars sont super chill ensemble, parlent, OK, puis comment ça va? Mais tu peux pas dire ça à un Québécois, là. Non. Tu peux pas arriver et dire à... Job de merde, qu'est-ce que tu dis là? Tu peux pas dire ça à Sarah, 18 ans, là, et c'est vraiment une job de merde que tu as faite, là. Puis là, souvent, mettons que notre chef de district, c'est un Sénégalais, puis il dit ça à la Québécoise, ça fait une énorme tension. Exact. Mais les deux, dans leur culture respective, dans la culture sénégalaise, c'est correct, puis... Moi, je suis un peu plus culture sénégalaise, en sens j'aime ça quand c'est upfront, ça va bien. On ne s'attarde pas aux détails pour parler. Puis on dit tout le temps, autre petite tangente, la culture sénégalaise est zéro hypocrite. Contrairement au Québec, mettons qu'il ne s'aime pas, il va juste dire « Hey, je ne t'aime pas. » Je t'aime pas. Je veux pas qu'on se voit. Va à l'autre bout du corridor, moi je fais l'autre. OK. Les deux, ils vivent très bien avec ça. Ben, c'est ça. Essaye de dire ça à Sarah, 18 ans, ici. Hey, tu me tapes ses nerfs quand tu chantes à la voix haute. Va au bout du corridor, moi, je m'en vais ici.
Fonctionnera pas. Même principe que le baby boomer, souvent, que tu mets avec la personne un peu plus jeune. Même principe. Puis c'est juste une question de communication. Quand tu prends le temps de prendre la version des faits, l'exemple, le chef de district, tu lui poses la question, puis il dit, ben là, je parle comme ça, c'était pas pour mal faire, j'ai pas critiqué la personne, j'ai critiqué sa job pour que ça aille plus vite, j'avais pas trop de temps, fallait que je clenche quelque chose, puis l'autre personne a dit, je me suis senti attaqué, mon bien-être est remis en question, puis c'est vraiment d'être capable de expliquer à la personne que c'est vraiment le canal de communication. Mais peut-être que les gens, en général, prennent pas vraiment le temps de s'intéresser à la réalité de... Mettons, tu as un nouveau coworker qui, justement, d'une autre culture, puis de comprendre comment eux fonctionnent, comment eux, ils communiquent. Puis s'intéresser à ça, puis s'adapter. Vice-versa aussi, je veux dire, ça va des deux bords. Là. Mais on fait peut-être pas à ça, puis on est prêt, on est très, très, très proche du jugement de dire, toi, tu t'en viens chez nous. Fait qu'il faut que tu t'adoptes ma manière de fonctionner. Right? C'est pas aussi direct que ça. Là. Puis tu sais, honnêtement, ça là c'est bon, puis ça là c'est mauvais côté, les équipes multidisciplinaires puis multi-ethniques. Moi, je priorise vraiment le côté positif de la chose. Mais tu sais, c'est sûr que c'est des downsides aussi. Là. Puis c'est des downsides qui arrivent occasionnellement. Puis je dis multiculturel, mais aussi ça peut être multigénérationnel au niveau des générations. Beaucoup de clash entre... Je parlais tantôt des baby boomers puis les Gen Z, là. C'est vraiment, là, je lisais des stats il n'y a pas longtemps, les Gen Z commencent à apporter leurs parents en entrevue. Puis les parents commencent à parler au manager puis négocier avec le manager pour... Mais c'est... Tu sais, je suis à 2 générations, la Gen Z, je pense. Là. Je suis même pas sûr, je suis dans quelle génération. T'es plus millennials. Ouais, je pense que je suis millennials. Fait que même moi, écoute, ça me fait un petit peu peur, cette approche-là, puis je suis pas super loin, là. Non, écoute, juste pour finir là-dessus, c'est mon bon ami Joey, il est gérant chez McDo, puis il reçoit des parents en entretien d'embauche. Il dit, ben, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, je représente mon fils. Ben, c'est parce qu'on embauche votre fils et non vous. Mais pas à l'aise. Mais comment tu veux que j'évalue ses capacités? C'est fou, hein? Tu vas être là quand on va être confronté à mettre des croquettes dans l'huile ou parler à une cliente? Tu sais, je trouve ça... je veux dire, même moi avec mes parents, j'aurais jamais fait ça. Là. C'est comme, ben non, si vas-y tout seul, là, hein, t'es capable. Là. Ça, c'est un autre challenge. Je veux juste qu'on revienne sur la 12e question. Là, on t'a répondu un petit peu plus client-employé, mais est-ce que tu veux préciser au niveau des partenaires, des partnerships d'affaires, des conflits qui peuvent se passer, comment on les gère, comment on communique par rapport à ça? Honnêtement, que c'est différent ou c'est j'ai pas vraiment de... Dans mes partnerships, la seule différence qu'il y a, c'est que je choisis mes partnerships pour qu'ils aient relativement les mêmes... Écoute, ils pensent comme moi, mes partners. Fait que j'aimerais ça te dire que j'ai eu un problème au niveau d'un partnership, mais c'est un problème qui n'était même pas lié vraiment aux individus, plus contextuel, personnel de la personne. Mais j'ai jamais eu de problème avec des partenaires en affaires. Je comprends. Il y a même pas d'accrochage. J'ai même pas jamais levé le ton avec un partenaire d'affaires. Ben, c'est sûr, prendre un partenariat puis d'investir de l'argent dans ce tu l'évalues plus, je pense. Tu as plus de diligence. Exact. Fait que ça fait du sens. C'est du monde que je connais depuis longtemps aussi. Tous mes partners, c'est du monde que je connais depuis 4-5 ans. J'ai tout vu tous les types de personnalités. Fait que c'est jamais arrivé avec les partners. OK, nice. On est rendu à notre 3e partie. Clientèle et perception. 13e question. Quelle est... Attends, je sais la demande la plus insolite qu'un... Oh, c'est cool ça. C'est quoi la demande la plus insolite qu'un client t'a déjà faite? J'étais en attente de l'équipe parce que je sais que des fois que l'équipe attend d'avoir des réponses. T'as-tu eu quelque chose? On s'est par contre fait... On s'est déjà fait demander. Je me souviens, c'est un client qu'on n'a jamais signé finalement. Il trouvait que... C'est une copropriété qui est très connue à Montréal. Le gestionnaire, en fait, c'est pas le gestionnaire. Il faut vraiment nuancer le gestionnaire-administrateur. L'administrateur, c'est les membres du syndicat. Trouvait nos habits pas assez sexy. Il voulait que les filles soient en chemise déboutonnées. Oh! Dans les aires communes. Es-tu sérieux? D'accord, ben oui. Dans les aires communes. Il fallait faire des vêtements sur mesure. OK. Puis il sous-entendait qu'il voulait des femmes plantureuses pour faire le ménage. Plantureuses, c'est quoi déjà? Des gros seins, des gros totons. Lui, il se pensait aux hooters. I swear. Puis... Je trouvais, il était vraiment spécial, lui, c'était parce qu'à chaque fois qu'on avait des conversations avec le gestionnaire, souvent, il répondait, mais en débarquant tout le monde du CC. Au début, on pensait que c'était parce qu'il était un peu plus âgé et il n'était pas à l'aise avec la technologie. C'était voulu. Mais finalement, c'est parce qu'il essayait de tisser des liens avec moi. Mais à un moment donné, dans notre conversation, puis ça a été... En fait, ce propos-là, c'était pas par courriel, c'est durant une visite physique que ça s'est fait demander. Il est quand même pas épais. J'avais rencontré la personne, on avait signé le contrat, tout.
Puis, écoute, on était à la rencontre initiale. On retourne en... C'est un peu pré-COVID, ça. OK. 2019? 2019, je pense. Okay. 2019 ou... Ouais, début 2019. Ouais. Puis, on était à sa terrasse downtown. Je me souviens, il me regarde, puis il est pitch serious. Mais tu sais, c'est un Joe bon vivant. Fait qu'au début, je n'étais pas capable de saisir si c'était sérieux ou non. OK. Puis finalement, c'était vraiment ça. Il voulait que les habits soient plus sexy. C'est sérieux, hein? Parce que... Pourquoi? C'était quoi sa raison? Parce que ça y tentait? Parce que c'est un bâtiment qui est très perçu, qui est notoire, puis il voulait que le monde soit beau, puis plus attirant. Parce que selon lui, c'était important que le monde soit attirant où est-ce qu'il travaille. Oh, ouais. Fait que j'ai resté bouche bée. J'ai même pas répondu sur le coup. Honnêtement, j'ai juste dit, je vais te revenir. Et puis, je m'attendais à tout sauf ça. Je pense que je me suis préparé mentalement à toutes les questions possibles. C'est tellement poétique. Ouais. Hey boy. C'est weird, ça. Ouais, ça, c'est... Dans tes débuts, là. Puis en passant en entretien ménager résidentiel, ça arrive régulièrement que les clients demandent aux femmes de travailler en déshabillé ou faire des extras, là. Ça l'arrive. Écoute, j'ai des exemples à pelleter de main. Il y a sûrement des femmes de ménage qui relate à ça. C'est quand même horrible. Oui, absolument. Mais comme je te disais tantôt, on est souvent le premier front. Fait que quand un homme a des pulsions sexuelles, employé d'entretien ménager, t'es le premier front. Oh, tabarnouche. C'est toute une demande, ça. Oui. OK. 14e question. C'est quoi que les clients sous-estiment toujours dans le travail que vous offrez, justement? Il y a 2 éléments. Que c'est facile physiquement, première des choses. Non, ce n'est pas facile physiquement l'entretien ménager. Passer une mop commerciale mouillée sur de grandes surfaces, c'est très dur pour les avant-bras. Tu es en perpétuel mouvement. Être debout à la journée longue, ce n'est pas facile non plus. Ouais. Aussi banal que ça puisse paraître, ça devient difficile pour les jambes, genoux, dos, etc. Souvent, l'entretien ménager aussi, c'est des mouvements répétés que tu fais des mouvements répétés, première des choses, et sur toute l'amplitude de ton corps. Ça part très haut quand tu laves une vitre, ça descend très bas quand tu laves un cadre de porte. Fait que tu fais toute la panoplie de mouvements de façon répétée, des fois avec des objets lourds. Pas si facile que ça physiquement. Je prétendrai pas que c'est une job de bricoleur non plus puis de maçonnerie, là, entendons-nous, là, mais c'est une job qui est assez difficile physiquement. Deuxième des choses que n'importe quel imbécile peut faire ça. Non. Maintenant, tu as beaucoup de types de produits d'entretien ménager, tu as des techniques d'entretien ménager. Il y a de plus en plus de matériaux qui sont utilisés dans les aires communes. C'est plus juste du terrazzo avec de la peinture beige, là. Tu as du stainless, de la boiserie, plusieurs types de planchers, plusieurs types de moulures, tapis, plancher mou, plancher dur, etc. Name it. Fait que tu as des produits adaptés à tout ça, puis des fois, il faut que tu fasses des tests sur des coins de tapis, puis il faut que tu fasses des tests de dilution, et etc. Parce que même si ton produit donne un taux de dilution, ça peut ne pas être complètement adapté. Fait que c'est pas si facile que ça, l'entretien ménager. C'est pas là, tu mets une chaudière d'eau, puis tu mopes, là. Fait qu'il y a un côté aussi intellectuel quand même. 100%, puis de connaître aussi chaque produit, leur utilisation, puis ne pas mixer les produits. Sinon, il y a des histoires qu'on a déjà racontées, qui peuvent se passer. Absolument. OK. La 13e, la 15e est semblable dans le sens, c'est quoi la pire demande d'un client que tu aurais aimé enregistrer? Est-ce que tu veux en compter une autre ou tu veux... J'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. C'est pas mal la même chose. Hein? On dirait qu'on en a tellement qu'on finit par être engourdi. Busté de ça, ouais. OK. Cool. 16e question. Oh. Répondre à leurs attentes. OK. Comment bâtis-tu une relation de confiance avec des syndicats de copropriétaires, parfois exigeants, donc répondre à leurs attentes très franchement? Ce qui est tricky avec les syndicats de copropriété, c'est que, première des choses, c'est un client qui est changeant. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que notre client, ultimement, ce n'est pas le gestionnaire. Le gestionnaire est un mandataire. Donc, on peut très bien connaître le gestionnaire, mais le gestionnaire reste à titre consultatif. C'est pas lui qui décide. Il suggère, mais c'est pas lui qui décide. Le conseil d'administration, comment que c'est fait? C'est chaque année, il y a ce qu'on appelle des AGA et il y a du mouvement dans le conseil d'administration. Donc, on peut débuter avec un conseil d'administration qui sont toutes très raisonnables, qu'on adore, et etc., qui a un fit avec eux. Et l'année suivante, on recommence à zéro. C'est un nouveau conseil d'administration. Eux, ils arrivent pour changer le monde. Ils veulent changer le fournisseur, et etc. Il faut rebâtir la relation de confiance. Et souvent, la problématique qu'on a, c'est que nous, on s'aligne pour signer des contrats avec qui on sait que ça va bien aller, le fit. Parce qu'il y a un fit qui est important, hein? Quand vous êtes un gestionnaire ou un syndicat de copropriété, c'est pas juste du ménage. Il faut que vous regardiez aussi ce que l'entreprise Entretien Ménager représente, les valeurs, comment que vous communiquez avec eux.
Ça a bien beau être la meilleure compagnie du monde, s'ils parlent juste mandarin, puis toi, tu parles juste espagnol, ça ne fonctionnera pas. Il faut qu'il y ait un fit. Je donne un exemple extrême. Donc, nous, on a tout le temps un fit le jour 1 avec les administrateurs et les gestionnaires, mais quand il y a un changement, ça se peut qu'il n'y ait pas de fit. Malheureusement, c'est vraiment d'y aller upfront puis expliquer, écoutez, votre demande est déraisonnable. Moi, je préfère de loin, ça passe ou ça casse. OK? J'aime pas ça avoir des relations qu'on n'est pas certain s'il va y avoir des renouvellements et tout, parce que la relation s'est dégradée. On parle au client. Es-tu satisfait, t'es pas satisfait, tu veux-tu qu'on résilie, veux-tu qu'on résilie pas? Souvent, je le proposais d'emblée parce que je déteste. Moi, je dors très mal la nuit, sachant que il y a un client qui reste avec nous juste parce qu'il est bendé légalement à ça. Moi, ça me pue au nez. Okay? Un contrat, ultimement, c'est une finalité légale que tu as, mais je priorise de loin le gré à gré. Okay. Fait que souvent, on rencontre le CA, on leur parle, ou du moins le gestionnaire. C'est-tu correct? Ça ne l'est plus. Le nouveau CA, est-ce qu'ils veulent nous garder? S'il me dit pas certain, qu'est-ce qu'il faut faire pour le changer? C'est-tu réaliste? Si ça ne l'est pas, salut, bonsoir. Ça demande énormément d'énergie contenir un client que tu ne veux pas avoir dans ton portefeuille. Point de vue administratif, ça draine les employés. Que tout le temps des demandes qui sont aussi farfelues l'une que l'autre. Point de vue administratif, ça coûte très cher. Quand un client est 5 % de ton revenu, bien, qu'il prend 40 % de ton temps, il n'y a rien de rentable là-dedans. Non. Donc, on est vraiment upfront. Je suis quelqu'un qui est très upfront. Là. Ça va-tu pas bien? Est-ce qu'on résilie? Puis des fois, ça choque. Là. Pas ça choque, mais ça fait le saut au monde. C'est un ultimatum. Ben c'est ça, mais ils s'attendent à avoir le contrôle. Ultimement, si je suis le client, j'ai toujours raison. Non. C'est pas parce que tu es le client que tu as tout le temps raison, puis tes demandes sont déraisonnables. On n'a pas signé ça au contrat. Soit que tu payes plus, soit qu'on réduit le service par rapport à ça pour répondre à tes demandes. Ça tombe pas du ciel, du temps puis des ressources. Ça t'es-tu déjà arrivé dans les multiples vidéos qu'on a publiées que justement, souvent, tu partages des opinions plus tranchées puis ça vient chercher certains membres d'un conseil d'administration ou c'est pas arrivé encore? Probablement. Ce qui est tricky en entretien ménager, c'est qu'on est une vieille paire de chaussettes. OK. Très facile de juste changer de compagnie d'entretien ménager. Des fois, c'est juste genre, littéralement, ça me tente de faire un changement, on change la compagnie. OK, littéralement. Des administrateurs, puis écoute, tu peux pas faire grand-chose. Non. Ou t'envoies un non-renouvellement, salut, bonsoir, puis... fait que, puis souvent, lorsqu'on a un non-renouvellement, on leur demande, est-ce que c'était propre chez vous? Ben oui, c'était très propre. Pourquoi vous renouvelez pas? C'est ça. On veut faire changement. On l'entend souvent, ça. On veut juste faire changement. Puis finalement, ils font changement, puis souvent, ils nous rappellent l'année suivante. Penses-tu que c'est une question de prix? Probablement. Parce qu'on est rarement le plus bas soumissionnaire. On est généralement au milieu. Ouais. Mais souvent, si on va vers le plus bas soumissionnaire, ils voient au bout d'un an que ça fait pas de sens, puis ils reviennent. Ouais. Fait que je dirais que c'est pas mal ça. Ouais. OK. OK. C'est quoi l'histoire... Attends une seconde. 17e question. C'est quoi l'histoire client qui t'a le plus marqué depuis tes débuts? C'est ça, j'en ai parlé un petit peu, mais grosso modo, il n'y a pas une histoire client qui m'a marqué en particulier. C'est plus un constat général, en fait. Souvent, lorsqu'un changement d'administration, on a une codification à l'intérieur qui est très banale, vert, jaune, rouge. Okay. Vert, le client, ça va très bien, nous adore. Jaune, on a des points améliorés. Rouge, c'est possible qu'on perde le contrat. I swear, on a un contrat, on parle au gestionnaire pour membre d'administration le 31 octobre. Ça va super bien, nous adore, veut aller au resto. On a la discussion le 31 novembre avec le nouveau CA. Tout l'ancien CA a été tassé et ça va très mal. On est en position de résiliation. Ils ne sont pas satisfaits des services. Okay. Pourtant, rien n'a changé depuis. C'est la même personne, même technique, même tout. Mais c'est juste que ils veulent faire changement, comme je disais tantôt. C'est ça. Fait que... Puis ça, c'est plus le constat général, c'est qu'on est victime un peu des changements des CA. Puis encore plus, quand un gestionnaire s'en va, puis on se ramasse avec un gestionnaire qu'on n'apprécie pas, c'est le même principe. Ou un nouveau gestionnaire, souvent, va avoir sa propre équipe d'entretien ménager. Donc, on est très victime de nos environnements. Fait que c'est pas tant une histoire qui est marquante, plutôt qu'un constat général qu'on est very disposable. Ouais. C'est vraiment précisément avec votre industrie aussi. Là. Parce que je veux dire, ils sont satisfaits de votre service, de l'équipe, fait que des services rendus. Puis, plus compliqué de changer une gestion immobilière. Une gestion immobilière, tu as les prélèvements bancaires, documents légaux, transfert de plateforme, etc. Nous, c'est littéralement pogne ton chariot de conciergerie, va-t'en. Coup de pied dans le cul, salut, bonsoir, merci pour tes services.
bien. Puis souvent, le monde ne pense pas que des personnes peuvent perdre leur emploi, il y a un inconfort qui se crée, puis ça coûte très cher, les transitions, pas juste pour nous, pour eux aussi. Ouais. Parce qu'une transition, un gros bâtiment, là, on a régulièrement des 300-400 portes. Ouais. La connaissance organisationnelle, c'est pas ça, là. C'est des mois, puis ça, ils perdent tout ça. Mm-hmm. Ils perdent tout. La nouvelle compagnie arrive, fait des gaffes, brise des choses. C'est très immature puis très stupide pour un CA de changer des compagnies d'entretien ménager pour rien. Ça coûte très cher. Ultimement, c'est pas eux qui payent. Fait que le caprice personnel, le petit narcissisme du membre du CA qui se dit je suis tout puissant, je vais te changer, il ne prend pas en considération l'argent que ça va coûter à tous les copropriétaires qu'il représente. Dernière question de la 3e section, donc la 18e question. Si tu pouvais éduquer les clients sur une seule chose, ça serait quoi? L'effet de la multiplication, là, c'est quelque chose que je fais tout le temps avec Lilia et Amy, mes 2 filles. Ramasser 1 déchet par jour à l'extérieur. Okay? Peu importe, que ce soit à l'école, resto, 1 déchet par jour. Okay? On fait le calcul, on est 8 milliards-ish. Peut-être rendu 9, là, je sais pas, ça se multiplie comme des chauds lapins, des humains. Ouais. Fait qu'on est rendu 9 milliards. Imaginez 9 milliards de déchets ramassés sur une base quotidienne. Là, j'ai pas la capacité mentale de faire le calcul. Faites-le fois 365 jours. Si personne, tout le monde ferait sa petite BA dans la copropriété, OK? Sa petite BA de ramasser le déchet, tasser un peu les roches, mettons, prendre son mouchoir, enlever la tache au milieu du miroir, les copropriétés seraient toujours propres. En réalité, l'entretien ménager, c'est pour entretenir, OK? Ça devrait tout le temps être relativement propre. Ouais. Puis ça, on voit vraiment la différence. Tu peux avoir des blocs voisins qui ont des cultures de copropriété différentes à cause d'un gestionnaire qui est beaucoup plus impliqué, beaucoup plus proactif. En fait, on a des exemples. Bâtiment, 1 an et demi de différence, 2 gestionnaires, OK, différents. Mais on a un gestionnaire qui est très impliqué, qui crée régulièrement des courriels. Faites attention, pipi de chien, pas devant l'entrée, pas sur les tapis, ensachez correctement. Le bâtiment est toujours propre. On a l'autre gestionnaire à côté qui s'en fout. Lui, il cash in, puis il envoie à peu près rien. Fait que les résidents font pas leur BA. C'est pas dans leur culture. OK. Même personne, même temps loué en entretien ménager, même technique de travail, puis un bâtiment qui reste tout le temps propre. La différence entre la culture de copropriété, c'est entre nos prestations. Ça va tout le temps être propre 1 minute après qu'on ait fini. Par contre, 1 heure, 2 heures, 3 heures, est-ce que ça va être encore propre? Ça dépend du monde à l'intérieur. Ça dépend pas du ménage, ça dépend du monde à l'intérieur. Ben oui. Donc, tu avais donné un exemple, à un moment donné, justement, l'hiver, avec la slot, tu rentres. Exact. Secouer ses pieds. What? Big fucking common sense. OK? Secouer tes pieds avant d'entrer. Il y a des copropriétés qui fessent ses murs en entrant à côté des copropriétaires. Puis il y en a beaucoup. On le voit, quand c'est de traces de pieds, c'est pas 1 ou 2. Il y en a qui veulent les pisser. C'est très courant, là. Du monde qui ne veulent pas sortir en hiver, font uriner leur chien dans le garage, sur le drain le plus proche à côté de la porte, exemple. Tout ça. Okay. Là, évidemment, on se fait pointer, mais c'est ça l'urine dans le garage. Ben oui, mais j'ai Biscuit qui va faire 3 pipis par jour avec plein d'ammoniac. C'est sûr que je peux rien faire. Fait que exact. Ça, c'est niveau je contrôle culture. Pas Biscuit, là, c'est question de culture d'entreprise. C'est fou, non, mais tu penses pas à ça, tu sais. Puis c'est vraiment banal. Mais le gestionnaire et l'entretien ménager doivent absolument travailler main dans la main. Puis s'il y a un mauvais gestionnaire, c'est pour ça qu'on signe avec... Il y a certains gestionnaires qu'on sait que c'est la poisse, là. Ils font absolument rien dans leur gestion, puis c'est pas facile de faire l'entretien là-bas. Même principe pour les administrateurs. Il y en a qui sont très impliqués, d'autres qui s'en foutent. Fait que c'est ça. Tellement. OK, 4e section, mindset et philosophie personnelle. Très cool. 19e question. Quand est-ce que tu t'es dit pour la première fois, là, je me sens vraiment comme un entrepreneur? Il y a eu 2 événements. J'en ai marqué juste un, mais il y en a un autre qui m'a popé, là. Le premier, c'est la première fois que j'ai fait une mise en demeure parce que j'ai été impayé. On dirait qu'avant que tu te partes en business, tu le sais que ça peut arriver, mais tu as l'impression que ça arrive juste aux autres. Mais tu sais, tu as un client, il doit... Je pense qu'on était rendu à 150 000 avec ce client-là qui nous devait. C'était un gros promoteur qui est connu. C'était des très grosses sommes, là. Puis, c'était pas ma première mise en demeure, mais c'est là que j'ai réalisé, avec l'amplitude de la somme puis le processus légal, je suis entrepreneur. Avant, on envoyait ça à un bureau d'avocat, mon ancienne entreprise, quand il y avait des... Exact. Là, c'est moi qui dois gérer ça. C'est toi. Exact. C'est la première chose. Deuxième chose, le premier cas de CNES que tu as un employé qui abuse du système, qui ne s'est pas blessé, tu te sens tellement impuissant. On avait l'employé sur caméra
qui ne s'était pas blessé sur ses lieux de travail. On avait l'employé par message texte qui nous avait avoué que s'était blessé en travaillant illégalement chez quelqu'un parce que c'était non déclaré et la CNES ne voulait pas nous baquer. Elle a dit on doit malheureusement continuer le processus parce que la plainte a été déposée dans les délais prescrits. Puis peut-être que, probablement, lorsque ça va aller devant le juge dans 1 an et demi, que ça va être, ça ne tiendra pas la route. Mais tu n'as jamais la certitude. Faut-tu pogner un juge justement qui n'a pas aimé une de mes capsules dans un podcast? C'est ça. T'sais? Ah ouais. Fait que, plutôt que vivre avec cette problématique-là, ben souvent, il faut qu'on règle ça à l'amiable. Maintenant, on est extrêmement protégé. On connaît plus les mécanismes de la CNES, mais c'est là que tu te rends compte de deux choses. La CNES est très pro-employé au détriment de l'employeur. Puis, je suis très pro-syndical. J'étais pro-syndical, en fait, avant de tout connaître les aberrations que ça peut faire. Il y a encore des syndicats qui ont lieu d'être. Mais l'employeur n'a aucun contrôle sur... n'a même plus de contrôle sur sa propre entreprise. Tu veux dire qu'il y a beaucoup de syndicats qui sont peut-être pas pertinents? Abusifs. Abusifs, on va y aller pour ça. Il y en a qui sont très legit, là, soit dit en passant. Je veux dire, on sait pourquoi. Là, mais la CNES est très, très, très pro-employé. Ça en est ridicule. Okay, Écoute, c'était rendu qu'il me suggérait d'engager un enquêteur privé pour suivre la personne puis s'assurer qu'elle se déplaçait correctement et qu'elle n'était pas blessée chez elle. Puis lorsque, évidemment, tu demandes à un enquêteur c'est quoi les coûts, on parle de dizaines et de dizaines de milliers de dollars. Là, pour, c'est ça. Puis la personne, en réalité, qui dépose la plainte à la CNES, elle ne paye rien. Il faut qu'elle le fasse dans les délais prescrits. Elle ne paye rien. Il y a un inspecteur qui travaille pour elle gratuitement. Puis si ça s'en va en cours, elle a un avocat qui est fourni par la loi. Tu n'as absolument rien à gagner en tant qu'employeur, puis tu n'as rien à perdre comme étant employé. Puis écoute, OK, encore mieux. Cette personne-là en question, un autre cas. OK, un autre cas, ça va être le cas CNES. Okay. L'employé m'a volé pour 5 000 $ de temps. J'ai des preuves à n'en plus finir. J'ai une dizaine de preuves. Physique, caméra, gestionnaire, chef d'équipe, employé qui travaillait avec lui. Géolocalisateur. Il se géolocalisait chez lui pour débuter son corps de travail et se géolocalisait chez eux pour finir son travail. Okay? Fait qu'un vol de temps. Oui, un vol de temps peut réduire à peu près estimé à 5 000 $. Hey. On débute le processus au poste de police. Le poste de police dit, écoute, on peut aller de l'avant, on a toutes les preuves, c'est hors de tout doute raisonnable de notre côté que on peut déposer ça. Ouais. L'assurance emploi ne couvre pas en tout cas, on l'a mis à la porte avec raison. Okay. L'assurance emploi ne couvre pas parce que c'est un vol de temps. Mais tu as la CNES qui dit il peut quand même revenir contre toi parce qu'on juge que c'est peut-être abusif. Que ce que tu fais, toi, c'est abusif? Fait que tu as 3 instances, OK? Hey! Tu as l'instance policière qui dit vol de 5 000, peut réduire, on peut amener ça, il n'y a pas de souci. Sure. Tu as l'assurance emploi qui, c'est le même principe. À nos yeux, il n'y a pas le droit à son assurance emploi parce que voler, puis tu l'as congédié de façon logique. Mais tu as la CNES qui est mais on n'est pas sûr. Puis il y avait des preuves à la tonne. Là. C'était finalement, on a eu gain de cause. Mais ça a été des mois. Gagné, finalement? Ouais. Mais ça a été des mois et des mois de stress. Ça n'aurait même pas dû avoir lieu d'être. Le screen qui est fait au CNES aurait dû être. Il m'appelle, je leur fournis les preuves. Écoutez, monsieur X, on ne peut pas continuer votre plainte, on a telle preuve. Plaf, ferme ça, salut, bonsoir. Mais pour le clocking, clock-out, dans le sens, est-ce que c'est parce qu'il y a une application sur leur cellulaire? Fait qu'ils le font eux-mêmes. On a une application qui s'appelle Agendrix. Fait que cette application-là, évidemment, il faut que tu le fasses sur les lieux du travail. Là, ça va de soi. Puis, les lieux du travail changent pour vous pour différentes bâtisses. Tu peux pas juste mettre un compteur, mettons, dans le bureau parce qu'ils vont pas. Exact. Puis dans le manuel d'employé, c'est très clair aussi. Puis on l'avait mentionné aussi en personne avec des avertissements écrits. OK. On pouvait pas avoir plus on pouvait pas avoir plus, honnêtement, de pour de notre côté. Là. Mais c'est la réalité de la chose. La 20e question, on y a déjà un petit peu répondu. Est-ce que tu voulais quand même dire autre chose? Oui, OK, parfait. C'est cool. 21e question. Qu'est-ce qui te garde motivé quand tout devient lourd? C'est un peu, tantôt on parlait, là, je pense qu'on faisait les tests son là, à ce moment-là, mais on disait, souvent sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup, beaucoup de critiques. Puis j'ai appris à changer vraiment mon fusil d'épaule. Avant, je m'attardais vraiment aux critiques, puis ça me blessait personnellement. Mais maintenant, bon, faut mettre les choses en perspective. Sur, mettons, 100% du monde qui regarde, tu as ce qu'on appelle, il y a ça dans le domaine policier, la criminalité cachée. C'est un peu le même principe, mais positif en réseaux sociaux. Tu as 95% du monde qui font des likes, qui partagent, qui se trouvent ça chill, mais que tu vois pas.
tu as peut-être 5% des gens qui vont bâcher extrêmement agressifs. Tu sais, des keyboard warriors, des black belts de l'insulte du clavier. Là. Oui. Hein? Ah oui, ils sont sont excellents. Ils sont récurrents. Tu les vois vidéo en vidéo. Ils sont solides. Ils savent toucher les bonnes cordes. Il y en a une il n'y a pas longtemps. Sur un des vidéos que je dis quand mes filles vont être en âge de travailler, de leur faire gratter un contenant. Ça a venu déranger beaucoup de gens. Là. Écoute, t'es un code DPJ, gros chef bandit, criminel. J'étais sur le bord de me faire emprisonner, moi. Ouais. Parce que je disais, quand mon enfant va être en âge de travailler, 16 ans, en plus, j'avais même pas donné d'âge. Puis là, il y en a d'autres qui me disaient, c'est de l'abus d'enfant, faire travailler un enfant de 5-6 ans. Écoute, bref. Parce que tu disais qu'au début, le cerveau d'un enfant, c'est critique. Après, tu switchais vers ça. Exactement. Mais la transition, écoute, et la transition cognitive était déficiente de quelques personnes, mais écoute, c'est fou ça. Je pensais me ramasser avec la DPJ chez nous. T'as-tu eu une petite peur un peu d'avoir des plaintes? Non, mais j'étais comme, je peux pas croire que le monde comprenne aussi mal. Puis au début, je me disais, ça doit être une différence linguistique. Puis là, je m'en vais regarder, il y a une personne en particulier. Peut-être. Je m'en vais regarder. Son français est excellent, ses posts sont bien. Tu sais, je me dis, elle est francophone. Je regardais ses capsules aussi, une ou deux capsules. Elle parle bien le français. C'est une madame avec plein d'étoiles. Puis, en tout cas. D'étoiles? Elle a plein d'étoiles dans son. Tu sais, souvent, moi, c'est un red flag, là, tu sais, dans les noms Instagram, qu'il y a plein d'étoiles partout, puis des émoticônes, là. Ah, ouais. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Bref. C'est pas s'attarder à ces personnes-là qui représentent 5%. C'est s'attarder au positif. Fait que c'est quoi. Qu'est-ce qui te garde motivé? Qu'est-ce qui me garde motivé? Malgré ça? C'est le 95% caché. OK. Quand tu as une mauvaise journée, tu as une journée de merde, ben écoute, tu as d'autres bons éléments qui sont... Puis c'est facile à dire de façon, tu sais, quand tu n'es pas dans le contexte, quand tu n'es pas dans la situation. Là. Ben, tantôt, on parlait de Mélanie, la coach, Gauthier, puis elle, ce qu'elle fait, c'est que chez elle, elle a un mur complet de post-it, de bonnes actions, de choses qu'elle a donné du positivisme dans sa journée, un bon retour, un échange le fun, motivant, tu sais. Puis elle écrit, puis elle le met avec son vision board, fait qu'elle se lève, puis elle voit ça, tu sais. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un bon rappel parce qu'on dirait qu'on le prend par acquis, les bons coups qu'on fait. On a la mémoire courte pour les bons coups. On pense pas à ça, mais on pense à quelque chose qui s'est passé il y a 2 ans ou quelque chose dans l'immédiat qui est pas si grave que ça, mais c'est lourd, tu sais. Tu sais, mettons que je te pose 2 questions. Ouais. Nomme-moi tous tes fuck-up, puis nomme-moi tous tes bons coups. On dirait que tu vas être beaucoup plus enclin à répondre c'est quoi mes fuck-up que mes bons coups. Tu en as fait à la pelletée des 100%. Bons coups. Je dis, tu as clairement aidé une grand-maman à me donner à traverser une lumière. Là. Oui, mais tu n'y penseras pas sur le coup. Là, je te dirige vers cette réponse-là. Tu as clairement, probablement déjà aidé quelqu'un qui avait de la difficulté dans le métro à se retrouver. Ouvrir une porte à quelqu'un. Mais on pense pas aux bons coups. On a la mémoire très, très courte. L'être humain, on s'auto-culpabilise énormément. On focus juste sur le négatif quand on fait tellement de positif dans nos vies. C'est fou, hein? On est des bébites spéciales. OK. 22e question. Quelle mauvaise habitude tu refuses de lâcher, même si ça ne fit pas avec l'image d'un boss? Mon habillement puis mon introversion. Je parlais de mon habillement. Mon habillement inclut mon véhicule. OK. Ouais. Souvent, on a le stéréotype que, puis c'est encore très présent aujourd'hui, tu as un véhicule de luxe, tu as un bel habit, tu as bien réussi. Okay? Ouais. Plus ou moins consciemment, c'est ça. Ouais. Et puis, je ne fit pas pantoute dans ce cadre-là. Tu sais, je suis habillé, j'en ai pour un maximum 100$ sur moi de vêtements, incluant des souliers. On m'a déjà suggéré aussi, j'ai des coachings qui m'avaient suggéré d'essayer de m'habiller un petit peu plus proprement pour avoir un véhicule plus classe, pour essayer de plus attirer l'œil, être, disons, plus aligné avec la réussite en affaires. OK. Puis, ça fait... Je suis juste pas bien en habit. Un peu le dress to impress, là? Ou dress to success. Exactement. Puis, j'ai rien contre le monde qui sont confortables là-dedans, mais moi, je suis pas confortable là-dedans. Il me faut toute la misère du monde pour mettre mes jeans bleus, pas mes pantalons de toile quand je viens ici, là. Fait que... il y aurait ça, puis mon introversion. Oui, dans l'autre, intraversion. Parce que le contraire, c'est extraversion et non extroversion. Exact. C'est mélangé un peu. Fait que, bref. Je suis quand même quelqu'un... Ma sortie du mois, là, c'est avec toi présentement. C'est comme je vais avoir une visio demain pour un très gros client, mais je n'aime pas nécessairement sortir de chez nous. Moi, ça me gruge énormément. Oui, tu me l'avais dit, ça. Fait que c'est essayer de vaincre... Il faudrait que je vainque mon introversion. D'un autre côté, je me dis... J'ai du monde qui sont beaucoup mieux que moi, qui sont bien dans le mode extraversion. Fait que je les engage maintenant.
tout simplement. J'ai une question plus personnelle. Oui. Je suis curieux parce que tu es une personne plus introvertie. Ta conjointe, est-ce qu'elle est extravertie ou introvertie? Oui, extrêmement extravertie. Tu vois, fait que tu viens, le yin et le yang, il est présent. Là. Okay. Elle, Sophie, puis souvent, ça fait une petite tension parce que moi, j'ai besoin d'être dans nos choses avec nos filles. Ouais. Elle, il faut, exemple, qu'elle voit ses parents sur une base hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, il faut qu'elle voit ses parents. Donc, elle, puis c'est ça la grosse différence, c'est que moi, ça me draine à sortir, puis elle, ça l'énergise. Fait qu'il faut qu'on trouve le sweet spot, mais c'est pas toujours facile. Non, j'imagine. C'est souvent comme ça dans les couples. Tu remarqueras, là, t'en as souvent un qui des opposés. Yep. Puis ça cause beaucoup de conflits. Puis nos filles, je pense qu'ils tirent un peu plus de Sophie. Là. Ils ont aiment ça voir du monde. Fait que malheureusement, je vais être pogné pour sortir. Fait que là, t'es un petit peu l'honneur là-dedans. Là. Mais puis ça provoque beaucoup de tension. Parce que moi, mon vendredi parfait, honnêtement, c'est ma pizza, regarder un film chez nous dans mon sous-sol. C'est quoi ton week-end parfait, mettons? Série Netflix, 20 heures d'affilée, gamer, aller m'entraîner tout seul, puis comme blaster la musique dans mes headphones. Mais il y en a, c'est bien genre sortir restaurant, club, tu sais, tout ça. Non, spectacle. OK, 23e question. C'est quoi ta plus grande peur en affaires? Un peu comme Georges Saint-Pierre. Tu remarqueras, Georges Saint-Pierre, qui est de plus en plus connu, je respecte énormément de JSP, soit dit en passant, un icône, selon moi, du modèle québécois, entrepreneurial, sportif, etc., d'humilité. Que ma famille soit mêlée à ça. À un moment donné, que c'est pas nécessairement rationnel, mais que ma plus grande soit à l'école, puis ça se fasse pousser. Mon papa pense que ton papa, c'est un PD, genre, je sais pas, n'importe quoi, puis qu'elle soit impliquée là-dedans. Ou d'un autre côté, que ma conjointe, tu sais, il y a quelqu'un sur les lieux de travail, un boss, une collègue ou peu importe, qui me déteste, puis ça a un impact aussi sur elle. Puis c'est une réalité, malheureusement, qui est grandissante. Maintenant, les algorithmes sont extrêmement puissants. De plus en plus, ça arrive au moins 1 à 2 fois par semaine, le monde me reconnaisse. Puis ils me disent « Hey, je t'ai déjà vu à quelque part sur Internet, ça se peut-tu, là? T'es le gars avec dans le ménage. » Puis les algorithmes sont puissants. Les gars de ménage. Je me traîne dans un gym. Christy, l'algorithme, il se pointe vers tous les abonnés du gym en question. Ils ont plus de chances de recevoir les algorithmes. Ça fait du sens. Fait que, tu sais, de plus en plus, c'est ça, même chose pour les restos et tout. Fait que, tu sais, c'est une réalité qui est grandissante, malheureusement. Puis c'est une peur qui est grandissante, mais... Je veux dire, dans un monde où on est de plus en plus connecté et que notre cellulaire, c'est une extension, qu'on est tout le temps là-dessus, à la minute que tu commences à publier du contenu de toi-même, puis nous, ça fait 2 ans et demi, quasiment 3 ans qu'on publie du contenu constamment. Fait que c'est fou d'avoir, puis de plus en plus connu, de plus en plus, cette notoriété-là est présente. Des fois, ça peut faire un effet pervers, comme des fois, tu peux avoir des mauvais commentaires, peu importe. Fait que c'est quand même, c'est valable ce que tu dis. Il y a aussi un deuxième élément. Puis, tu sais... Je sais pas comment... Il y en a qui sont extrêmement connus. Moi, c'est Hélène Boudreau. Hélène Boudreau, je trouve quand même un modèle intéressant, Hélène Boudreau. OK. C'est une fille qui est extrêmement brillante côté marketing. Là. Le monde pense juste au jujube là, qui est sorti du l'orifice. Là. Mais extrêmement brillante niveau marketing, cette fille-là. Ouais, mais là, dernièrement, ce que je te coupe, là, mais c'est parce qu'Hélène Boudreau a sorti un scandale dans le sens qu'elle a publié une vidéo de elle... qu'un enfant, elle allaitait un enfant si tu veux, mais c'était pas son bébé, puis elle a publicisé comme une vidéo, puis sachant qu'elle fait de la porn, mettons. Fait que ça a fait un scandale du genre, tu es en train de sexualiser un enfant, tu sais. Je suis d'accord. Écoute, je suis pas nécessairement d'accord ou en désaccord avec sa méthode. Je suis neutre, mais reste que ça a été un acte réfléchi qui fait de la visibilité. C'est un brain marketing, ça, je te le donne. Écoute, il y en a plein des personnes comme ça. Puis je me mets dans la peau de ces personnes-là. Ouais. Je me dis, comment ils font pour... Je t'expliquais tantôt, moi, je suis quelqu'un qui est introverti. Donc, en étant introverti, j'aime ça faire mes propres affaires. Ouais. Mais je pourrais pas avoir ça en public. Probablement que c'est des personnes extraverties, ça, qui n'ont pas de problème à se faire s'accrocher. « Hey, salut, je veux un autographe, tout. Mais de mon côté, je suis comme un petit peu dans un dilemme parce que on est rendu dans une phase où est-ce que la croissance de la business doit se faire via les réseaux sociaux. C'est une nouvelle ère. Donc, j'ai mon côté business que j'ai pas le choix de faire des podcasts avec toi, entre guillemets. Puis, mais j'ai mon côté introverti personnel qui veut pas nécessairement se faire interrompre non plus. Puis j'ai vu du monde qui m'ont pris en photo ou en vidéo, par exemple, au gym où est-ce que je m'entraîne. Je l'ai vu. Là. On était 3 dans le gym. Il y a des gens qui te filment. Une petite photo rapide. T'es-tu sérieux? Mais t'ont-tu demandé à te prendre en photo ou ils ont juste pris une photo de toi? Non. Puis, tu sais, ces personnes-là... je l'ai vu sur TikTok. Je peux pas dire que je suis 100% sûr. Parce qu'évidemment, je fais un set, mais juste pourquoi ils te prendraient en photo? C'est comme, c'est un peu... Genre, hey, regarde, le dude, il envoie ça à un de ses chums, un group chat ou peu importe. Ouais. Puis... En tout cas, je trouve juste je pense que je veux pas développer une certaine paranoïa, mais je me dis à un moment donné, parce que ça va m'empêcher de m'entraîner tout seul, ça va-tu m'empêcher de sortir sans me faire déranger? Ben, tu sais, tu as juste à regarder un petit peu les célébrités, puis
C'est sûr, on ne compare pas à Hollywood. Là. Ouais, ben c'est ça. Il ne peut plus rien faire en public, lui. Là. Ouais. Ben, c'est intéressant, ça. J'ai hâte de voir dans les prochaines années comment ça va évoluer. Je veux dire, que les réseaux sociaux, c'est le début d'une ère de fou. Là. Comment ça va changer le monde. Là. Comment ça change clairement. Le monde. 24e question. C'est quoi la chose la plus folle que tu as dû sacrifier pour ton entreprise? C'est pas tant quelque chose de plus fou, c'est plus un classique de l'entrepreneur. Puis souvent, le monde, c'est plus un reminder que je vais faire, mais c'est mon temps libre. Littéralement, dans ma journée, je n'ai pas de temps libre. Je me lève, je travaille, je m'entraîne, je reviens pour la routine des enfants. 1 an ou 2, je vais les porter à l'école, je reviens, je m'occupe des enfants, je me couche. In and out, 7 jours sur 7. La fin de semaine, quand ils n'ont pas d'école, il faut s'en occuper. Ouais. Fait que c'est pas un sacrifice de fou. Tu sais, je dirais pas j'ai donné un rein pour partir ma business pour ma première mise de fonds. Là. C'est pas un sacrifice corporel ou quoi que ce soit, mais tu sais, ce sacrifice-là que tu fais depuis 5-6 ans, c'est à prendre en considération. Puis c'est un peu une leçon en même temps. Si vous partez en business, prenez pour acquis que vous mettez votre vie sur pause. Doublement, si vous avez des enfants, vous mettez votre vie sur pause. Pendant que vous avez des enfants, vous n'avez plus de vie. Okay? Juste attends qu'il y ait 12-13 ans. Oui, vous allez apprécier les moments avec eux, vous allez chérir tous les souvenirs et tout, mais vous n'êtes plus complètement libre et indépendant. Là. Parce qu'on se fait vendre ça, là. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais c'est le glamour, le côté glamour de la business. Mais dans les premières années, c'est critique. Là. Ouais. OK. Il reste 2 sections, donc histoire et anecdote. On est rendu à 25 questions, donc la 25e. OK, ça c'est... Ouais, OK, je viens de voir la réponse. C'est quoi l'anecdote tellement improbable dans un condo que personne ne te croirait si tu la racontais? Ça, c'est une... Cool, excuse-moi, je viens d'avoir une confirmation de signature de contrat. Hey, félicitations! C'est à nos débuts, OK? L'entreprise, elle a 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans, pré-COVID aussi. On a des petits problèmes de logistique. On a bien de la misère avec le nettoyage de nos chiffons. À nos débuts, il fallait une run pour nettoyer les chiffons et tout. Fait que là, on a un employé qui n'a plus de chiffons sur ses lieux de travail. Puis il se dit, dans sa plus grande logique, qu'est-ce que je pourrais utiliser pour faire des chiffons? Il essaye plusieurs choses. Il essaie des papiers journaux. On me donnait plus de papiers journaux. Papier journaux, ça fonctionne très bien, soit dit en passant pour laver des vitres. Plus de guenilles. Là, ça finit par barioler les guenilles parce qu'ils sont trop sales. Essaye la mop. Là, il se dit... Moi, essayez mon gilet. Le punch dans cette histoire-là, c'est qu'en théorie, ça aurait bien pu fonctionner. Mais le punch, c'est qu'il n'y avait rien dans tout son gilet. Fait que là, je te mets en contexte. Tu appelles Thérèse, 87 ans, tu sors de ton unité. Tu vois un employé d'entretien ménager en bédaine en train de nettoyer la vitre principale avec son gilet. Yo! Je suis ami avec une gestionnaire qui m'appelle à ce moment-là et qui me dit Hey, cet employé-là, ça fait-tu longtemps qu'il est chez vous? Oui, il travaille bien, il est gentil. Je vais t'envoyer un extrait caméra. Là, c'est une journée plus tard à peu près. Elle m'envoie l'extrait caméra, puis on voit vraiment l'employé en bédaine, en train de laver. Avec son T-shirt. Ouais. Ah, puis oui. Ben. Puis en théorie, cet employé-là en question, il était pas mal intentionné. Mais écoute, il est axé solution, je peux pas te dire le contraire. Ah, il était efficace. Écoute, ça, c'est juste parce que le chiffon, il suivait pas. Les chiffons étaient sales, fait que ça bariole énormément des vitres quand c'est sale avec des mélanges de produits. Puis en théorie, c'était une excellente idée. Ben oui. En pratique, un peu moins. Ouais. Mais à chaque fois que je raconte ça, le monde ne me croit pas. Puis c'est correct, vous n'avez pas besoin de me croire. Mais la réalité est qu'il y a plein de choses super créatives comme ça. J'ai un employé qui s'est dit, il y a une grosse flaque d'eau par terre, je vais passer un aspirateur dessus. Pas une shop vac, mais un aspirateur. Pognez un choc. Faites sauter la prise, faites sauter l'aspirateur, pognez un choc. Yeah. Fait que là, j'ai un employé sa caméra qui fait le shake et le bacon pendant une couple de secondes par terre. OK, solide. C'était une popée flaque d'eau avec une profondeur, là. Fait que là, tu sais, je suis comme... C'était pas mal intentionné, encore une fois. C'est pas un gros chef bandit, là, qui veut faire mal à Thérèse, là. Puis c'était dans le même bloc que Thérèse, puis un autre employé. Pour moi, Thérèse, elle devait capoter. L'enfant. Écoute. Hey, là, OK. Puis j'en ai à pelleter des affaires comme ça, là. C'est inimaginable, là. Bon. J'aime ça. 26e question. Ça a été quoi... Quelle a été ton intervention la plus urgente ou dramatique dans un immeuble? On en a 3 qui me viennent en tête. OK, prends-en une. La première, c'est un bâtiment, c'est sur la rive sud de Montréal. Là. OK.
Ça sent le tabac 3 petits points dans le corridor. OK? Mais vraiment, ça sent la mort. Ouais. Au début, on pense que c'est un chien qui s'est échappé, un sac à poubelle qui traîne et tout. OK. On shampooine les tapis, on lave tout, met du sang ça dure 15 minutes, l'odeur vient. Finalement, roulement de tambour, pas tant drôle. On ouvre une porte, on identifie que ça vient d'une porte. Ouais. C'est un corps mort qui est en décomposition depuis dans un condo? Une bonne semaine ou deux, dans une copropriété. C'est-tu comme air commune ou c'est vraiment une unité là, de condo? C'est dans une unité. Ah ouais, OK. Fait que tu as le corridor, tu as une unité. Ouais. Mais le corps est en putréfaction. Puis il y avait des animaux qui avaient commencé à manger le corps en question. Oh là 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 là. Est-ce que c'est vous qui avez... Est-ce que vous avez appelé une... Notre employé a intervenu avec un sang-froid parce que la gestionnaire a quasiment perdu connaissance. Notre employé l'a juste retiré. Il a appelé, puis il a appelé très calmement la police. Il a été très... Mais c'est après qu'il y a eu le choc un petit peu post-traumatique. Okay. Sur le coup, on dirait que l'adrénaline embarquée en guess, il était très... de ce que je me suis fait compter, j'étais pas là, mais la gestionnaire m'en parlait. Ouais. Puis elle me disait, écoute, moi, j'ai quasiment perdu connaissance. Puis il y avait de la mouche partout, ça puait. La vision des animaux qui mangeaient le corps. Puis lui, il m'a juste retiré calmement. Puis apparemment qu'il y avait une voisine et tout. Il y a eu un petit choc post-trauma après ça. Clairement. Fait que c'est quand même assez dramatique à mes yeux. Deuxième cas, j'ai un de nos employés qui ouvre tout bonnement, centre-ville de Montréal, une porte à un résident de façon très chill. Employé qui ne parle pas très bien le français, tu vas comprendre pourquoi c'est important plus loin dans l'anecdote. Il ouvre la porte, la personne le salue, salut, bonsoir. Le lendemain, on reçoit un appel du gestionnaire. Tu sais, tel employé avant telle heure, il a-tu ouvert la porte? On s'informe, il me dit, ouais. La personne qui a ouvert la porte a été poignardée un des résidents. Fait que là, moi, j'ai mon employé qui est arrivé, c'est un immigrant, est arrivé ici. Il ne parle pas français, se fait interroger par la police, beaucoup de difficultés à parler français. Fait qu'il a été comme sur une liste de suspects pendant un bon bout de temps. On a été interrogé, puis la personne s'en est sortie, elle s'est fait poignarder, mais elle a été stabilisée toute. Mais c'est souvent, si vous voyez des employés d'entretien ménager qui n'ouvrent pas la porte, c'est pour une question de sécurité, c'est pas parce que c'est... Puis ultimement, on est à mauvaise place au mauvais moment parce que la personne qui est mal intentionnée va juste rester en bordure et attendre qu'un autre résident lui garde la porte ouverte. Mauvaise place au mauvais moment. Donc, ça s'est quand même bien fini malgré tout. Mais ça aurait pu être bien pire. Dernier événement classique en copropriété. Un bâtiment qui a été bâclé dans la construction. Gros piping de plomberie de 8 pouces que sauté dans un garage. On recule, c'était à nos débuts, fait que c'est encore moi qui étais beaucoup sur le terrain. En avril, l'eau était glaciale, mais il fallait absolument fermer une valve à quelque part. Il fallait passer sous le gros piping qui coulait. Puis, écoute, j'ai fait une hypothermie à aller fermer la valve. Il fallait que je passe en dessous, puis le plombier n'était pas disponible. Puis comme 1 ou 2 heures, quand tu as du 6 ou du 8 pouces, je me souviens plus, qui coule puis qui gicle dans un garage, ça peut causer beaucoup de dommages. Clairement. Fait que j'ai fermé ça, tombé en hypothermie, dormi une demi-journée. J'allais mal. T'étais en hypothermie? Oui, j'avais les lèvres bleues quand je suis sorti. Je suis partout. Il a fallu que quelqu'un m'aille me reconduire. Puis, mais finalement... Faut faire. Fait que, tu sais, moi, je suis un petit doute d'entretien ménager. Ouais. Là, avec ton passé aussi dans les forces canadiennes, je veux dire que cette résilience... Ça l'a aidé, mais c'était pas à moi de faire ça. Non. Naïveté de l'entrepreneur. Right. 27e question. As-tu déjà eu un mandat où tout a mal tourné? Oui. OK. Premier contrat qu'on a avec ce gestionnaire-là. Deuxième contrat qu'on a avec ce gestionnaire-là. Les admins sont super chill à la prospection. Première rencontre, notre employé qui était titré sur les lieux arrive 1 heure en retard, difficulté d'autobus. On part déjà qu'une grosse strike. Deuxième grosse strike, ce que le gestionnaire avait mentionné en termes de couverture d'heures sur le contrat, il a fait une erreur, le gestionnaire, en parlant à l'administrateur, puis nous, on mentionne ce qui est prévu au contrat. Grosse chicane. On n'a même pas encore commencé l'entretien ménager, c'est la rencontre introductive. On commence l'entretien ménager, ça va quand même bien. On a un employé qui vole du temps, on nous envoie ça sur caméra, 1 heure par jour pendant 1 mois. Fait 1 mois qu'on est là, on a déjà comme 3 grosses strikes. Je dois rembourser le client, première des choses. Je dois dealer avec l'employé pour la mettre dehors. On fait un nettoyage de garage un peu plus tard. Le gestionnaire ouvre mal la ventilation. On utilise des appareils au gaz. Donc, étant donné qu'il a mal ouvert la ventilation, on a des employés qui ont perdu connaissance. Policiers, pompiers, ambulanciers sont présentés, une centaine d'intervenants sur place.
Sinus, tout le kit. Yeah. Encore là, on voyait les clapets de ventilation ouvrir, mais le ventilateur n'était pas parti pour aspirer. Puis il y avait tellement de bruit dans ce garage-là qu'on avait l'impression que c'était de la ventilation, mais c'était une autre machinerie qui faisait ça. Fait que, bref. Wow. Fait 1 mois et demi qu'on est là. OK? Fin de semaine après ça, on a un employé qui lave les niches d'incendie. Il accroche une manette, là, fait déclencher l'alarme incendie. Fait 2 mois qu'on est là, je suis rendu à comme 10 000 $ de remboursement, etc., d'indemnité, avec une relation de marde avec le client. Mais ce client-là en question, c'est quand même un client qui a été compréhensif, malgré qu'il était vraiment pas content. Là, ça fait 1 an et demi que ça va très bien avec, 1 an. Mais ça a été... Toutes les bad luck possibles sont survenus, OK? C'est l'enfer. Crazy comme premier dans tes débuts, là, right? Puis le pire, c'est que c'était même pas un client rentable, c'était pour être smart avec le gestionnaire. Mais genre, on en a dessus pédalé. On comprenait pas. À un point tel qu'on pensait que c'était du sabotage, tellement que toutes les bad luck arrivaient. Fait que... tout qu'un client. Mais on a continué, rendu très beau client, puis on est en train de signer les autres phases. Fait que, tu sais, tantôt, je vous disais persévérance. Tu sais que tu as fait un bon service, tu sais que c'est des bad luck, continue à tête baissée. Mais ça a vraiment été un client de malchance, là. Crazy. La 28e, veux-tu qu'on la skip ou tu voulais. Parce que tu as écrit pas vraiment. Est-ce que tu voulais en parler? On peut aller à l'autre. OK. La 29e, c'est cool, je trouve. Fait que 29e question. Si un film devait être fait sur Entretien Condonette, c'est quoi la scène qui devrait absolument être dedans? Écoute, c'est ma blonde vient d'accoucher de ma plus grande. Elle est à l'hôpital, les deux dorment ensemble. C'est un accouchement qui a été relativement facile, c'est le positif de la chose. Puis évidemment, les deux dorment après. Ouais. Je suis brûlé, soit dit en passant, je suis vanné. On est en début d'entreprise, OK? Fait que c'est en start-up où est-ce que je travaillais peut-être 16-20 heures par jour. J'ai commencé à sortir mon portable, puis je devais travailler à l'hôpital sur le petit crise de divan de nuit avec un mauvais éclairage et tout. Pour faire des courriels, c'était dans la saison d'impôt aussi. J'ai fait comme... J'ai eu des doutes à ce moment-là. J'ai fait, je suis au bon endroit, moi, présentement. Tu sais, comme dans ma vie, est-ce que c'était une bonne chose d'avoir un enfant considérant comme le contexte entrepreneurial, ou plutôt le contraire, c'est une bonne chose d'avoir une entreprise considérant avoir un enfant? Finalement, tout a été pour le mieux. En question, là. Mais, puis j'ai braillé, je me souviens, là, j'étais sur le fauteuil d'hôpital, puis, tu sais, c'est un drôle de mélange quand ta femme accouche, de la joie, de l'inquiétude, de la fatigue, et etc. Ouais. Puis je braillais, puis j'étais comme... Qu'est-ce que j'ai fait pour me ramasser là? Ah, ouais, hein? Ouais. Fait que... T'étais confronté à cette réalité-là. Ouais. C'est fou, ça. La 30e, je pense, bon, l'ADN, on en a parlé souvent. C'est au rouge, c'est correct. On va tout de suite aller dans la dernière section. Ça me donne 16-17 minutes. C'est parfait. Je vais juste... la 31e, si vous pouvez coacher, on va peut-être la garder en dernier, celle-là. OK, plus gros F, quel mauvais conseil. OK, la 32e, on la fera pas. OK. 33e question. Quel mauvais conseil en affaires tu entends trop souvent et que tu détestes? C'est super général, mais c'est d'over s'endetter. Quand les entrepreneurs commencent à faire de l'argent, souvent, la première chose qu'ils utilisent, c'est ils se plaquent F puis ils flashent leur char. C'est vrai. Fait que c'est vraiment juste ça. Aussi banal que ça puisse paraître, commence par investir dans ton propre fonds de roulement puis le perfectionnement de tes employés avant d'investir dans un char. Parce que le fonds de roulement est ultra important. Il n'y a rien de sexy puis il n'y a rien de classique à avoir un coussin pour ton fonds de roulement. Rien de plus poche que ça. Tu racontes pas ça dans un party de famille. Non. Hey, qu'est-ce que tu as fait avec ton 100 000 de profit? Je l'ai mis dans mon compte. OK. Poche en crise, ça. C'est triste un peu. Ça serait hot de dire, hey, je me suis acheté un Escalade, un Cadillac Escalade, vraiment cool. Il recule tout seul, il avance tout seul, je ferme les yeux, il ferme. Puis... Non, investis dans mon fonds de roulement. Ouais. Excellent conseil. Excellent conseil. Aussi banal que ça puisse paraître, mon gars. All right. 34e question. Qui est ton anti-héros en affaires? La personne ou l'entreprise que tu admires, même si elle fait tout à l'envers? Jeff Bezos. Je me souviens, une année, Jeff Bezos, il me semble que c'était au Saturday Night Show. Night Show, ouais. Il se faisait bâcher parce que c'était une entreprise qui n'était pas profitable, Amazon, au début. Là. Ça a pris beaucoup, beaucoup d'années avant que ça soit profitable. Yeah. Puis,
grosso modo, Jeff Bezos, il réinvestissait tout le temps son profit. Puis il pensait tout le temps à 15-20 ans en avance. Dès les débuts de sa business, il commençait à acheter des très, très gros locaux industriels pour l'entreposage et tout, quand il n'y avait pas encore beaucoup de marchandises. Fait que le monde pensait que c'était vraiment un épais. Puis finalement, l'histoire nous a enseigné que c'était extrêmement rentable, ces investissements. Mais c'est un anti-héros parce que tu retournes back then, tu regardais ses bilans puis l'état de ses résultats, ça faisait absolument aucun sens. Puis c'est ça, souvent je dis, mes meilleurs amis sont comptables, mon meilleur chum est comptable. Je l'adore, mais il ne faut pas juste regarder les chiffres comptables. Il faut regarder aussi le potentiel futur, le potentiel de croissance, le côté humain, le côté créatif, et etc. Parce qu'un comptable aurait lu ça, il aurait fait faire boutique tout de suite. Ouais. C'est vrai ça. Puis tu as écrit aussi Elon Musk. Elon Musk aussi, je te dirais que c'est son côté marketing que j'apprécie beaucoup, Elon Musk. Tu sais, le fameux, on ne va jamais le savoir, mais quand il a tapé dans la vitre de son Cybertruck. Oui, dans sa... Ouais. C'était-tu voulu ou c'était pas voulu? Moi, je pense que c'est voulu. Est-ce que tu en as entendu parler? Toi, Antoine, tu te souviens de ça? La vitre du Cybertruck là, qui a cassé quand Elon Musk avait tapé dedans? T'es pas mal le seul humain au Québec qui avait lancé une roche ou quelque chose dans sa présentation. Ouais, parce que c'était une vitre qui était jugée incassable. Ouais, exact. Puis au chaud, elle a cassé. Mais ils en ont tellement parlé. Fait qu'Antoine, tu pourras sortir de ta roche. Ouais, mais ça, c'est incroyable. Mais tout le monde en parlait. Mais est-ce que c'était voulu ou c'était pas voulu? Si c'était voulu, fine, ça a coûté zéro marketing. Si c'était pas voulu, bon coup. Ouais, bon hasard. Parce qu'une bonne personne en affaires dirait c'est comme le pire... Parle-en bien, parle-en mal. Mais c'est purement Cybertruck, combien de personnes qui ont bâché sur le look du Cybertruck? Oui, 100%. Puis combien de personnes qui conduisent aussi, qui l'achètent? Il y en a une couple au Québec, j'en vois moins par jour. Oui, j'en vois un passer aussi. C'est un bras, c'est vrai que c'est laid, là. Mais ouais. Un gros container, tu vois ça passer. What the fuck, man? Absolument. Mais il y a un marché. Mais il y a un marché. Il y a chacun... il y a une niche. Tout le temps un hipster qui achète ça. 35e question. Oh, street business. Ouais. 35e question. Si tu pouvais donner une seule leçon de street business que les écoles n'enseignent jamais, ce serait laquelle? Les plans d'affaires, c'est de la merde. Oh! Ding, 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 ding. À chaque institution financière, quand on fait un prêt en début d'entreprise, je suis quand même rendu une couple de fois. Ouais. Ils me demandent tout le temps un plan d'affaires, une analyse de marché et tout. Ouais. Maintenant, très facile avec ChatGPT, soit dit en passant. Beaucoup plus qu'il y a 5-10 ans. Mais incroyable. C'est n'importe quoi. Ouais. Même tes analyses de marché, on est dans un monde où est-ce que les choses bougent beaucoup trop vite pour que ton plan d'affaires ait lieu. Ouais. Que ce soit les marges de profit, tout bouge trop vite. La clientèle. Tu fais ton plan d'affaires, tu l'envoies au directeur, le directeur te renvoie son comeback avec le prêt, puis le marché a déjà changé. Exact. Peut-être en 1940, 1950, quand les choses ne bougeaient pas, qu'Internet ne bougeait pas, qu'il n'y avait pas de publicité. Mais maintenant... Ça bouge tellement rapidement que c'est plus up-to-date. Honnêtement, c'est un peu comme les devoirs. Okay? C'est juste pour dire que tu as pris le temps nécessaire pour me démontrer que tu tiens à ta business puis à faire ton plan d'affaires. Je te récompense avec un prêt. Puis c'est un peu comme les diplômes universitaires comme un baccalauréat. Si on prend, mettons, un baccalauréat en administration comme que je fais, c'est plus pour montrer que tu as réussi pendant 4 ans de suivre tes cours, mettre tes devoirs, travailler en équipe. La discipline. Plutôt que de dire « tu as appris telle connaissance. » Ouais. OK, ça c'est cool. 2 dernières questions, parfait. On va avoir le temps. La dernière est cool, on va la dernière. La 31e question, on va revenir au début. Si tu pouvais coacher une version de toi-même de 18 ans pendant 5 minutes, qu'est-ce que tu lui dirais? Si je regarde avec la rétrospection, probablement que j'aurais été plus vite dans le passé à ne pas avoir peur de faire des erreurs. Faire des erreurs, corriger le tir puis recommencer immédiatement ensuite. Ça aurait été beaucoup plus rapide que la crainte de ne pas s'engager dans un projet. La maison de chambre, par exemple, je me suis engagé là-dedans en 2023, puis je pensais depuis 2019. Probablement que j'avais commencé pré-COVID, j'en aurais 4-5 fois plus. Fait que, pas avoir peur de faire d'erreur. Puis ça, c'est super cheesy. Tout le monde va te le dire, personne ne va le faire. Surtout quand tu es en business, essaye des nouvelles façons d'aller chercher des clients. Essaye des gratuités, des rabais, donne des cadeaux à la signature d'un nouveau contrat. Ouais. Ça se peut que ça foire complètement. Sure. Ça se peut que ça fonctionne très bien. Mais il faut vraiment que tu testes tes formules comme ça. Donne-en plus. Souvent, c'est une formule gagnante de dire tu veux travailler avec quelqu'un, tu veux entraîner une relation, donne-en plus que ce qui est demandé. Exact. Offre un bon service. J'ai un autre petit. Oui. Ça, c'est aussi, autant dans votre vie personnelle que dans le. C'est d'essayer d'anticiper la problématique. OK.
autant dans ma vie personnelle qu'en affaires, puis j'ai jamais pensé à tromper ma blonde, je suis très content avec ma blonde et tout, mais j'irai pas sur le party avec de l'alcool avec une fille toute seule, tu comprends? Oui. Parce que même si ça va bien, le monde va dire, ben là, si tu étais 100% ça... Non, tu prends des risques inutiles. Même principe en business, si vous êtes un homme, puis vous êtes dans un 5 à 7, essayez d'éviter le poste 5 à 7 avec une de vos employés seul à seul. Vous allez peut-être éviter, peut-être qu'elle va être mal intentionnée, qu'elle va vous dire que vous l'avez agressée, qu'elle va se plaindre à la CNES, etc. Si vous êtes avec, par exemple, une femme... Surtout si vous la trouvez attirante, c'est très objectif, des critères d'attirance. Tu la trouves belle, tu la trouves pas belle. Restez pas avec elle toute seule, première des choses. Deuxième des choses, prenez pas d'alcool. Positionnez-vous pas dans des situations awkward. Allez pas au cinéma pour une rencontre d'affaires. C'est juste d'être capable d'anticiper ce genre de problème-là avant que ça se réalise. Mettez-vous pas dans des situations risquées pour... Exact. Puis il y en a un paquet en affaires. Je veux dire, si jamais même tu as un client hyper alléchant, tu t'en vas chez eux, puis tu vois un poster de nazi, puis tu sais que t'as plein d'immigrants, t'as plein de juifs dans ton entreprise, ben signe pas le client. Même si tu signes le client, tu vas avoir des problèmes éventuellement. Puis souvent, le monde regarde juste pas prospectivement ces choses-là. Non. Ils pensent pas à ça. Ils pensent tout simplement pas à ça. C'est niaiseux. C'est comme si tu sortais le soir dans un club à Montréal, 2h du matin, puis tu vas prendre dans une ruelle. Exactement. Une ruelle noire tu as comme un petit feeling là, que c'est pas le bon move, mais peut-être, fais-le pas. Là. Ça va jamais être de la fun. Mettons que tu es chez vous puis tu laisses ta porte débarrée puis tu te fais voler chez vous en intro par infraction. Ça va jamais être de ta faute, entendons-nous. Par contre, tu aurais pu mitiger le risque. C'est ça. Même principe. Tu es un homme ou une femme puis tu te promènes en petite tenue au centre-ville de Montréal puis tu es inoffensif. Ça va jamais être de ta faute si tu te fais toucher ou agresser. Mais tu aurais pu mitiger le risque. Puis là, les gens vont dire, ben là, il faut que je puisse me sentir en confiance et en sécurité. Je suis d'accord que c'est pas juste. La vie est injuste. Mais c'est très factuel. Si tu te promènes tout nu, tu as plus de chances de te faire agresser. Est-ce qu'il y a des changements qui devraient être faits? Oui. Est-ce que c'est la réalité en ce moment? Ben non. C'est une question. C'est juste d'être capable de mitiger le risque. C'est très, très, très standard. Là. C'est le fun que tu as amené le côté affaires. Amour, affaires, c'est très dangereux. Ben, ça arrive souvent, ça, des situations, on va se le dire, là, le boss avec la jointe administrative, j'en ai entendu des histoires. Là, ou avec, avec le CEO, il n'y a pas longtemps de... Oui, qui s'est fait pogner dans une entreprise. Là, comme, avec sa autre femme. Tout ça s'est produit parce que tu t'es mis dans une situation que tu aurais pu éviter clairement. Là. Va pas dans un show toute seule avec cette fille-là. C'est comme... Ça aurait pu tellement être anticipé. C'est ça qui est assez ironique. C'est du monde extrêmement brillant. Les deux, c'est des personnes extrêmement brillantes, mais qui n'ont pas utilisé leur potentiel pour anticiper ça. Comme... Ça, c'est... Genre, dude, come on. OK, dernière question. À toi de voir si tu veux plugger Dichotomique. On en a parlé au début, mais bon. OK. 36e question. Qu'aimerais-tu que les gens retiennent de toi comme entrepreneur? Et veux-tu amener l'aspect conseil aussi qu'on aime en dernier? Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel. Il faut juste grinder un peu. Puis il faut surtout que tu sois bien entouré. Au début, tu vas être très généraliste. Tu vas tout faire dans l'entreprise. Tu vas faire l'entretien ménager, le marketing, les ressources humaines, la comptabilité, finance, fiscalité, côté légal, blablabla. Puis au début, ça va être de la marde. Tous tes jobs vont être de la merde, OK? Dans le sens que tu ne vas pas avoir l'expertise d'un spécialiste avocat, l'expertise d'un fiscaliste, l'expertise marketing, etc. Mais tranquillement, pas vite, plus tu grossis, plus tu dois déléguer ça et surtout accepter que tu n'es pas le meilleur dans un domaine précis. En fait, je te souhaite de ne pas être le meilleur dans un domaine précis parce que tu n'as pas engagé la bonne personne. Si tu es chef d'entreprise puis ton comptable il est moins bon que toi, il y a un problème. Si tu es chef d'entreprise d'une grosse entreprise puis c'est toi qui corriges ton avocat, il y a un petit problème. Je vous souhaite de ne pas aller en cours. Exact. Fait qu'il faut que tu apprennes à déléguer. Fait que ça, c'est vraiment le transfert de généraliste à spécialiste. Puis ultimement, c'est vraiment de faire un ego check. Puis c'est très dichotomique parce que toutes la pensée générale de l'entrepreneur, c'est que c'est un one-man show. Oui. Okay? De plus en plus, on commence à le démystifier. Quand en réalité, c'est pas un one-man show. C'est un village. N'importe quel grosse business, on voit le PDG qui est sous les projecteurs, mais tu as une équipe de direction qui est solide en arrière et qui fait tout. Là. J'adore ça.
toujours un plaisir de faire ces podcasts-là. Maintenant, on fait ça comme aux 2 mois. Puis je trouve que ça donne du temps aussi, une période de tampon pour amener des questions, des meilleures réflexions. Fait que je trouve que tu es de plus en plus concis aussi. Là. C'est juste un feedback que je te donne qui est le fun. Puis je veux dire, c'est du bon contenu, des bonnes discussions. Puis les gens, je pense qu'il y a une valeur aussi d'écouter les capsules. Fait que 10 sur 10 comme d'habitude. Je vais un petit mot de la fin. Cool. Pour les papas entrepreneurs. Oui. Parce que de plus en plus, je trouve qu'on ne met pas assez l'accent sur la difficulté masculine. C'est dur être papa. Souvent, on dit c'est dur être maman, mais être papa, on a aussi énormément de pression sur les épaules. Yeah. Souvent, c'est très statistique encore une fois, on est le salaire de la famille, puis on a beaucoup de responsabilités. De plus en plus, on a des responsabilités qui s'apparentent à être un homme au foyer. Ouais. On est beaucoup plus impliqué avec la famille qu'on l'était dans les générations passées. Et on est beaucoup plus impliqué au niveau professionnel aussi, puis ça engendre un très gros stress. Puis on a ce stigma-là que le papa est invincible, qu'il n'a pas besoin d'aide, qu'il n'a pas besoin qu'on prenne de ses nouvelles. Écris-moi personnellement si tu es en détresse. J'ai un père dans mon entourage qui s'est enlevé de la vie il n'y a pas si récemment que ça, mais quand même. Puis c'est un stigma, il vivait énormément par ce stigma-là, malheureusement. Puis s'il en avait parlé, probablement que la problématique ne serait pas survenue. Fait que, vous avez beau être un professionnel, père de famille, on a toutes nos faiblesses. Parlez-en. Si jamais vous vivez de la solitude ou quoi que ce soit, écrivez-moi en privé, puis Anto va faire le link-up. 100%. N'hésitez pas à aller, consulter, mais aussi peut-être qu'il y a un rapprochement. Là, c'est important de consulter les spécialistes. Tout le monde a besoin là, de... Souvent, les psychologues et les psychiatres, je dis que c'est un peu comme un changement d'huile. Tu as besoin d'une consultation de temps en temps pour faire un tune-in. Tu as beau avoir un bolide de luxe, tu as besoin de faire un tune-up de fois. Clairement. Fait que, tu sais, n'hésitez pas à consulter des spécialistes non plus. Là. Vous n'êtes pas invincible. Puis pour finir là-dessus, il faut arrêter d'avoir la mentalité de dire c'est faible d'aller voir un spécialiste. T'es normal comme l'autre personne, puis justement, tu prends soin de ta personne. Au contraire, c'est pas faible. Je vais dans ton sens. Avoir l'humilité, puis d'être capable de vaincre le stéréotype, de dire j'ai besoin d'aide. Comme je disais tantôt, des ego checks, super important. Puis ça, plus facile, je pense, pour la femme de demander de l'aide dans notre génération, dans notre société, que pour l'homme. Mais on a tous besoin d'aide dans une partie dans notre vie. Merci, c'est vraiment un beau petit message de fin, ça. J'aime ça. Ça fait plaisir. On se revoit dans 2 mois, guys. Merci.